Bonsoir, heureux de vous savoir à nouveau nombreux à regarder ce programme Cartes sur table, 21h-23h tous les mardis. Ce soir, 2 thèmes, 4 panélistes, comme il est de coutume. Évidemment, nous allons surfer sur quelques questions d'actualité. On va également, au-delà de ce thème, parler de cette obligation présumée vaccinale qui, évidemment, divise l'opinion, aussi bien locale qu'internationale. Va-t-on, doit-on être obligé de se faire vacciner contre la Covid-19? Ce n'est pas le thème principal. On parlera davantage de ce débat qui a cours depuis pratiquement la dernière élection présidentielle de 2018. Un débat qui tourne autour de la forme de l'État. Communautarisme, fédéralisme, État unitaire décentralisé. On peut également ajouter le régionalisme. Donc on estime que pour l'instant, la décentralisation n'a pas véritablement montré ses atouts et propose d'autres options. C'est le cas de quelques partis politiques dont les représentants sont sur le plateau. Et d'ailleurs, ça fera partie du premier thème. Communautarisme, fédéralisme, État unitaire décentralisé, fonds de commerce politique. Voilà, tel qu'il est intitulé. Mais également, en deuxième partie, on parlera de cet événement triste et malheureux d'octobre 2021, notamment le 15 à Buea, qui a vu le drame, la mort de cette jeune demoiselle et puis la vindicte populaire contre un élément des forces de défense et de sécurité, un gendarme. On reviendra de long en large pour en tirer certainement les leçons et qui sait peut-être faire des propositions. Drame du 15 octobre 2021 à Buea, au-delà des faits. C'est ainsi qu'intitulé le second thème. D'abord, Vincent Yédé, bonsoir. Bonsoir, M. Dipita. Bonsoir à mes copanélistes et bonsoir à vos milliers de téléspectateurs. Conseiller municipal à Douala 3e. Je rappelle que vous êtes là ce soir pour le compte du PCRN. Juste en face de vous, Christian Massoma, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Dipita Tango. Bonsoir à tous les téléspectateurs de STV. Je ne boude pas mon plaisir de remettre mes pieds dans cette maison chaque fois que je suis invité et j'espère que nous allons édifier suffisamment les Camerounais ce soir autour des thématiques qui nous sont proposées. Un Christian Massoma qu'effectivement je retrouve sous une autre casquette, ancien patron de la maison. Très heureux de vous avoir sur ce plateau. Merci, mais maintenant je suis membre du bureau régional du MRC pour le littoral. Donc je pense que vous me reverrez très souvent comme cadre politique du MRC. Merci encore d'être là ce soir. Hervé Manuel Combe, bonsoir. Bonsoir. Membre titulaire du comité central du RDPC. Et puis enfin Cyril Sambaka, bonsoir. Bonsoir député, bonsoir aux copanélistes et surtout aux téléspectateurs de STV. Président national de l'AFP. On va prendre avant peut-être les 2 principaux thèmes. On va dire 1 ou 2 mots sur cette polémique, je l'ai dit, qui vraiment ne fait pas seulement l'objet des débats ici, mais également sur toute la planète derrière la Covid et ce vaccin. Mais avant peut-être de l'introduire, je voudrais qu'on suive cet élément du ministre de la fonction publique du Cameroun, vous le savez. Le ministre Joseph Lé et son collègue de la santé avaient demandé il y a quelques semaines déjà par une note aux fonctionnaires de se faire vacciner, pratiquement à tous les fonctionnaires, une demande qui a créé un tollé général. Derrière cela, il a donc eu cette réaction que je vous propose de suivre à nouveau. On va donc suivre d'un moment à l'autre le ministre Joseph Lé, en attendant peut-être que l'élément soit prêt. Alors, je vous demande à vous, oui ou non, doit-on obliger l'opinion, le public à se vacciner contre la Covid au regard des dégâts que fait cette pandémie, Vincent? Est-ce qu'on peut vraiment dire que la pandémie fait des dégâts au Cameroun actuellement? Je ne pense pas. Et partir de ce postulat pour dire qu'il faille obliger les citoyens camerounais à se vacciner, je dis non. Toutefois, il est de bon ton que la sensibilisation soit faite et que l'on amène les gens en toute âme et conscience à prendre la décision de se faire vacciner. Pour ma part, je crois que la vaccination, c'est une bonne chose et qu'il faille effectivement se faire vacciner, n'est-ce pas, pour protéger la population, n'est-ce pas, de cette pandémie qui sévit à travers le monde. Mais seulement, j'ai comme l'impression que c'est un problème de démarche parce que l'État, n'est-ce pas, lésine un peu sur les moyens
pour ce qui est de la sensibilisation. Parce que j'estime que on pourrait très bien installer dans les différentes administrations des cellules d'écoute qui permettraient aux usagers de ces administrations, n'est-ce pas, de discuter avec les responsables en charge de la vaccination. De toutes les façons, c'est ce qui se fait dans le privé. À travers ces discussions, on pose toutes les questions et à la fin, puisqu'on a affaire à des professionnels, très souvent, ça se solde, n'est-ce pas, par un choix éclairé, n'est-ce pas, de se faire vacciner. Je suis dans une entreprise, par exemple, où près de 80%, n'est-ce pas, ont été vaccinés tout simplement parce qu'il y a eu cette plateforme-là d'échange entre les employés de cette entreprise et les responsables en charge de la vaccination. Je pense que si l'État faisait cet effort-là, n'est-ce pas, il pourrait entraîner plus d'adhésion. Mais j'ai comme l'impression qu'il veut plutôt faire un passage en force, n'est-ce pas, en voulant obliger, n'est-ce pas, de manière assez subtile, les fonctionnaires à se faire vacciner, ce qui n'est pas une bonne chose. C'est une entrave à la liberté individuelle. Je voudrais rapidement partager avec vous les dernières statistiques sur le Cameroun. 20% du pic de contamination est en baisse, selon Reuters, que j'ai ici en statistique. 7 cas recensés pour 100 000 personnes au cours des 7 derniers jours. L'élément a été mis à jour à 17h10. Le Cameroun compte donc un nombre moyen de nouveaux cas qui est en hausse, plutôt constant depuis 7 jours. Les cas Covid sont en... Il y a eu 10 289 cas de contamination et 1600 décès liés au Covid recensés dans le pays depuis le début de l'épidémie. On va peut-être suivre, avant de prendre la réaction des autres panélistes sur la question, le ministre Joseph Lé, dont on me signale que l'élément est définitivement prêt. Des informations publiées et abondamment relayées dans les réseaux sociaux par certaines corporations syndicales font état de ce que la campagne de vaccination, que mon collègue, le ministre Santé et moi-même allons lancer dans les prochains jours, rendrait l'administration du vaccin anti-Covid-19 obligatoire à l'égard des agents publics en service et de ceux ayant été admis à faire valoir leur droit à la retraite. Ce n'est pas vrai. Nous tenons à préciser qu'il n'a jamais été question d'obliger le personnel de l'État à se faire vacciner. Du moins, pas encore. Persuadé, oui. Obligé, non. Pas encore. Notre démarche, qui se veut essentiellement persuasive, procède des hautes instructions de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, relatives à la stratégie de riposte contre la pandémie du coronavirus dans notre pays. C'est dès lors, en application de ces directives, que le ministre de la Santé publique et le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative ont proposé comme action de pointe l'intensification de la campagne de vaccination sur le territoire national à l'intention de tous les personnels qui émargent au budget de l'État. Il s'agit non pas de vous contraindre à vous faire vacciner, mais davantage de vous sensibiliser, de vous persuader en vous présentant les bienfaits de cet acte salvateur qui ne contraint nullement les agents publics à se soumettre à la vaccination, mais à les y exhorter dans l'intérêt de leur bien-être et celui de la société dans sa globalité. Voilà donc qui est définitivement clair pour l'ensemble des fonctionnaires au Cameroun. Sambaka, obligation, oui ou non, de se faire vacciner. Quel est votre avis là-dessus, la question? J'entends le ministre parler de persuasion. On serait un peu surpris que ça ne se confonde pas, n'est-ce pas, à une sorte d'obligation. Je pense que sur le droit, les ministres ne peuvent pas imposer cela. Et les Camerounais savent
que le vaccin est quelque chose qui amoindrit les risques. Mais à côté de cela, les Camerounais savent aussi que ce qu'on appelle adjuvant ont le même effet. Donc vous allez trouver, avec les réseaux sociaux, nous avons des gens qui font des témoignages, mais quand on va voir les statistiques, on se rend compte et on voit dans les pays occidentaux que beaucoup de gens se sont vaccinés et beaucoup de gens ne sont pas morts. Moi, je pense que c'est chacun face à sa conscience qui doit pouvoir le faire, d'autant plus que jusqu'à présent, on attend d'étudier les effets de ces vaccins, parce que ces vaccins ont été faits pratiquement dans la précipitation, mais il faut avouer que le vaccin, on ne l'a pas fait pour décimer le monde entier, c'est pour sauver le monde entier. Il peut donc arriver qu'il y ait des cas spécifiques, et très souvent, quand les gens meurent, on ne dit pas qu'ils sont morts parce qu'ils avaient des précédents ou des antécédents. Donc, si on va voir les gens qui se sont vaccinés dans le monde entier, on doit plutôt dire que c'est une bonne chose. Mais moi, j'ajoute que nous, les Africains, personne ne nous empêche de prendre, je ne vais pas citer les noms pour ne pas faire de publicité, mais ce qu'on appelle les adjuvants. Il y a même des gens qui, le jour du vaccin, comme mon ami qui est sur le plateau, il a bien pris sa dose d'adjuvant et il est parti se faire vacciner. Ça aussi, ça peut réconforter un certain nombre de personnes qui vont se dire, si le vaccin va me faire quelque chose de pas bien, comme j'ai pris l'adjuvant, ben, ça va atténuer les effets et puis je vais m'en sortir. Donc, le vaccin obligatoire, vous avez vu le ministre lui-même, il se rend compte qu'il ne peut pas le rendre obligatoire, mais en même temps, ce n'est pas parce que ce n'est pas obligatoire que c'est mauvais. Il faut le dire. Ça a fait ses preuves, pas complètement, parce qu'on doit étudier après un certain nombre de temps. Et les gens qui sont contre les vaccins, vous les avez vus dans les réseaux sociaux en train de dire « vous n'avez pas 7 ans de vie après cela, etc. etc. » alors qu'en réalité, on est encore au niveau d'étudier les impacts de ce vaccin. Mais pour le moment, je pense que le vaccin est quelque chose à conseiller. Ajouter un adjuvant dedans n'est pas une mauvaise chose. C'est tout ce que je peux... Hervé Emmanuel Combe, pour ou contre le vaccin? Écoutez, je trouve que la question est mal posée. Quand il pleut, vous ne demandez pas à quelqu'un s'il peut sortir. J'espère que la question sera juste et bien. C'est pas bien vous dite. qui avez mal posé, c'est toute la campagne qui est autour des anti-vax. Quand il pleut, vous ne demandez pas à quelqu'un vous vous couvrez sous la pluie ou pas. L'épidémie, c'est une pandémie, il faut se protéger. Et donc, il n'y a pas plusieurs façons de se protéger sous la pluie. Vous avez un parapluie ou un imperméable. Donc aujourd'hui, nous sommes face à une situation où les campagnes sont organisées. D'abord, le principe est la liberté. Moi, je suis porteur d'une dizaine de vaccins. Depuis mon enfance, ça va de la polio, la fièvre jaune et tout et tout. Et le principe, c'est la liberté. Mais est-ce que la responsabilité d'un gouvernement, c'est de protéger sa population? Et ici, on est en train de poser un faux débat entre la liberté individuelle et la sécurité collective. La pandémie est une menace de sécurité nationale sur la population. C'est vrai qu'il faut faire des campagnes pour amener tout le monde à la vaccination. Moi, je tiens à le dire, déjà, j'ai commencé. Moi, je suis vacciné, et totalement vacciné. Et j'attends les 7 ans pour mourir. Donc, nous sommes là devant parfois un débat moyenâgeux, où ça devient une question presque confessionnelle. Croyez-vous ou pas à la médecine? C'est de ça qu'il s'agit pour certains. Et puis il y a aussi autour, ce qui est très gênant, une instrumentalisation de ce débat et de l'inquiétude des populations par certaines associations politiques qui font toujours du populisme anti-gouvernemental, de la démagogie. Parce qu'en réalité, il faut se faire vacciner. Donc, quand on se fait vacciner, on a au moins la garantie qu'on ne va pas arriver à un stade de gravité qui rend la chose morbide. Et je tiens à dire une chose. J'entends des propos ici en disant oui, on a très vite découvert le vaccin. Mais là où on mettait 5 ans de recherche, M. le député Tongo,
le développement de la technologie et de la science font aujourd'hui qu'on peut faire seulement 2 jours. Vous avez vu que lorsque les Chinois ont trouvé la clé pour définir très bien la nature de cette pandémie, les Américains qui avaient des moyens technologiques, en 24 heures, ont commencé à trouver des réponses et qui se transforment en vaccins. Et d'ailleurs, on va avoir des pilules aussi contre le Covid-19. Donc, aujourd'hui, je crois que tout le monde doit se calmer. Mais maintenant, je vais dire quelque chose qui relève de la responsabilité publique. Dire aux gens qu'on ne va pas amener une campagne obligatoire de vaccination, je trouve c'est là que c'est un peu rapide. Et je n'accepte pas cette posture. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous de l'histoire de la fièvre espagnole. Elle a tué près de 30 millions de personnes dans le monde. Et à partir de là, il y a des leçons de l'histoire qu'on doit retenir. Quand il y a une pandémie de cette nature, on doit protéger certaines catégories de population pour atteindre, d'ailleurs, ce qu'on appelle l'immunité collective. Et on ne posait pas les questions. À mon époque, s'il vous plaît, je conclue là-dessus. Quand vous voulez entrer dans l'armée, une des conditions, c'est que vous subissiez la vaccination du BCG. Et nous, quand on était à l'école au primaire, on nous mettait en rang, on nous vaccinait contre la variole, la varicelle. D'ailleurs, j'ai un événement malheureux. Un de mes amis d'enfance, Abel Ebongo Ndoumé, le frère d'Henriette Ekoué, décédé de varicelle. Vous vous rendez compte? Donc, il faut faire très attention. Il faut donc une campagne d'explication. Mais ceux qui sont dans des métiers tels que l'enseignement, la médecine, la santé publique, les forces armées devront passer par la vaccination. Et je termine en disant aussi une chose qui est très, 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 très importante. D'accord. Très importante, que ceux qui ne veulent pas se faire vacciner arrêtent de mettre une campagne mensongère et démagogique pour empêcher ceux qui doivent se faire vacciner de se faire vacciner. C'est un crime contre l'humanité que de procéder de cette manière. Parce qu'ils ne nous ont pas prouvé que le vaccin ne servait à rien, mais eux, parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils sont contre la vaccination, ils mènent une campagne. Et il ne faut pas que nous assistions à la défaite de l'intelligence au profit de la démagogie et du mensonge. Christian Massoma, sur l'obligation ou non de se faire vacciner. Excusez-moi, le problème a été posé ici d'une certaine manière et je pense que ceux qui m'ont précédé ici ont dit que c'est l'opposition ou la contradiction entre le principe de liberté et un principe et une obligation de santé publique en réalité. C'est-à-dire on ne peut pas imaginer que cette pandémie, qui n'est pas un leurre, contrairement à ce que beaucoup de nos compatriotes pensent, nous savons très bien que c'est une réalité et que ces vaccins, bien qu'ils n'aient pas une efficacité à 100% par rapport aux effets éventuels que nous pourrons attendre de la vaccination, protègent quand même les citoyens. Donc nous ne pouvons pas venir, nous qui sommes des responsables politiques, même si nous ne sommes pas toujours d'accord avec les politiques du gouvernement, nous ne pouvons pas venir sur un plateau sérieux dire qu'il ne faut pas que les gens aillent se faire vacciner. Maintenant, est-ce qu'il faut rendre cela obligatoire? Je ne le pense pas. Et je vais rejoindre le représentant du PCN, M. Yédé, que le gouvernement doit intensifier des campagnes de sensibilisation pour amener les populations à accepter la vaccination. Quand on regarde les statistiques en France, les statistiques les plus récentes, excusez-moi de citer la France parce que nous n'avons pas beaucoup d'éléments statistiques malheureusement qui sont disponibles ici, on se rend compte que les derniers patients qui ont été admis à l'hôpital de suite de Covid-19, ceux qui sont allés en réanimation, et qui sont décédés, la plupart n'étaient pas vaccinés. Absolument. Que ceux qui étaient vaccinés résistaient un peu plus et le taux de morbidité pour les personnes vaccinées était un peu plus faible par rapport aux personnes non vaccinées. Cela nous amène à tirer une conclusion claire. La Covid-19 est là, la pandémie elle est réelle et nos compatriotes doivent se protéger, donc ils doivent se vacciner. Et le dire, ce n'est pas apporter un soutien au gouvernement ou à la politique du gouvernement, c'est juste faire face à une réalité qui n'est pas tributaire de notre État. La Covid-19 n'est pas nous au Cameroun. Malheureusement, on peut comprendre un certain nombre de choses, parce que les Camerounais, pour la plupart, n'ayant pas eu peut-être des proches qui sont décédés de suite de cette pandémie, beaucoup de personnes continuent à penser que c'est quelque chose qui a été inventé par les Occidentaux pour venir décimer la population africaine. Mais tout le monde sait que depuis le début de cette pandémie, et fort heureusement, l'Afrique a été relativement épargnée par rapport à l'Occident. Quand on regarde le taux de morbidité,
l'OMS nous avait prédit le pire au début de la pandémie. Bon, cette résistance, est-ce qu'elle est résiduelle? Est-ce qu'elle est tributaire des choses, Sambaka parlait des adjuvants et de nos capacités immunitaires naturelles? Personne ne peut le décrire véritablement sur le plan scientifique. Mais il faut le dire, moi je ne veux pas faire montre de supercherie ici, les Camerounais doivent se vacciner. L'obligation ne peut découler que de la loi. Et tant qu'aujourd'hui, on n'a pas véritablement légiféré sur l'obligation vaccinale, il sera difficile d'obliger les Camerounais. Mais nous devons, en tant que leader d'opinion, encourager nos compatriotes à se vacciner. Les mêmes débats qu'il y a ici, il y a eu en France avec le pass sanitaire. Tout le monde a vu les résistances et autre chose. Mais reconnaissons que les mesures que les gouvernements prennent pour répondre efficacement face à cette pandémie tendent plutôt à protéger leur population et il faut encourager ces politiques publiques. Voilà donc qui est dit. Chacun face à ses responsabilités. Vous savez que la contamination de populations volontaires est un crime qui est puni par le code pénal. Et j'entends même des spécialistes du droit qui disent qu'on ne peut pas obliger. Si on prouve que vous avez contaminé exprès quelqu'un de Covid-19, vous tombez sous le coup du code pénal. En même temps, ceux qui sont contre cette obligation ont leurs arguments. Cela dit, chacun est face à ses responsabilités donc pour savoir si oui ou non il doit se vacciner puisque l'engagement est individuel et personnel, même si la pandémie est collective. Cela dit, transition et puis on rentre dans le premier thème du débat de ce soir. Je l'ai dit, communautarisme, fédéralisme, État unitaire décentralisé sous fond de régionalisme, on peut l'ajouter également au thème, fond de commerce politique. Hervé Manuel Com, je veux dire, qu'est-ce qui peut justifier, expliquer cette résurgence, ce retour d'autres propositions de forme d'organisation de l'État? J'ai failli dire, nous sommes en 3 ans de la présidentielle, alors que ce sont des documents qui avaient été présentés au peuple. Quand j'ai dit documents, c'est projet au programme politique. On voit bien que chez nos amis du PCN, on parle beaucoup du fédéralisme communautaire. Sambaka nous a révélé il y a quelques semaines ici que son parti, l'AFP, était pour le fédéralisme à 10 États. Le RDPC, on le sait, vainqueur de la dernière élection présidentielle, est dans un État unitaire décentralisé, même si le MRC ne s'est pas tout à fait décidé sur la question. Qu'est-ce qui peut justifier ce retour en force du débat sur la forme de l'État aujourd'hui? Écoutez, on peut avoir l'approche de cette question, la réponse à cette question de 2 manières. La première, c'est que nous sommes tous en apprentissage de la démocratie et lors des élections présidentielles de 2018, chaque camp, chaque candidat a présenté ses propositions et le peuple, dans son immense majorité électorale à 72%, a plébiscité le projet qui était clair sur la question, un État unitaire décentralisé. Donc nous, il n'y a pas de double discours. S'il y a quelqu'un au RDPC qui vient vous raconter autre chose comme certains en prennent l'habitude sur les médias, il parle pour lui seul et il s'est trompé de boutique. Vous comprenez? Il y a beaucoup de gens qui sont en pleine transhumance perpétuelle. Non, moi, Charlemagne Messanga Nyamding, par exemple? Ben, écoutez, s'il a dit qu'on pouvait faire autre chose que soutenir un État unitaire décentralisé, il ne parle pas au nom du RDPC. D'accord. Et je suis clair. Donc, alors, en ce qui nous concerne, nous pensons que nous sommes dans le cadre d'une politique qui maintient l'État unitaire décentralisé. Et dans cet État unitaire décentralisé, il y a une implémentation d'une politique de décentralisation qui doit permettre à ce qu'on améliore la gouvernance, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'État jacobin hyper centralisé est dépassé partout dans le monde. Et aujourd'hui, l'interrogation, c'est de savoir comment organiser une gouvernance qui rassure et qui fasse que l'administré ne se trouve pas au pôle Nord et au pôle Sud et le donneur d'ordre au pôle Nord. Donc, dans cette décentralisation, il y a eu la création des régions, la mise en place de ces régions. Tout le monde n'a pas encore intégré que c'est une nouvelle ère qui a commencé et il peut y avoir des désordres, y compris de notre côté des gens qui confondent les rôles. Donc, nous ne sommes pas,
Et j'attends ce soir, et ce qui a fait l'intérêt de votre invitation pour moi, c'est comme dans le contenu de certaines expressions, à moins que ce soit des simples incantations politiciennes et propagandistes, ce qu'on veut dire par fédéralisme, gna 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 gna. Et de toute manière, ce n'est pas à l'ordre du jour de notre politique. Alors, quand je l'ai dit, je n'ai pas résolu le problème. Parce qu'en fait, pourquoi il faut la décentralisation? C'est pour qu'il y ait le sentiment d'appartenance qui soit renforcé et qu'il y ait une bonne gouvernance. Mais la décentralisation ne doit pas non plus elle-même aussi ouvrir la porte à des formes d'ethnocentrisme qui seraient un recul institutionnel que nous n'accepterons pas. Christian Massoma, vous voulez m'avoir corrigé tout à l'heure en parlant du MRC qui a certainement sa position sur la question. Dans votre réponse, vous ajouterez certainement à cela, mais vous reviendrez sur la première question. Qu'est-ce qui peut justifier et expliquer un retour en force de cette question en ce moment? Premièrement, je voudrais justement corriger l'omission que vous avez faite tout à l'heure. Le MRC est suffisamment clair dans sa posture. Nous voulons un État fédéral. C'est-à-dire, on n'a pas d'autres options et d'autres choix possibles sur la table aujourd'hui que le fédéralisme. Pourquoi on le dit? Et je pense qu'à plusieurs reprises, nous avons répété sur les plateaux de télévision que ce ne sera pas une nouveauté pour le Cameroun de rentrer dans une forme fédérale de l'État. La forme fédérale est une forme d'organisation entre l'État fédéral et les États fédérés et qu'il y ait une répartition des compétences constitutionnelles, juridictionnelles, législatives, administratives. C'est ça en réalité. Les amis de M. Com ne veulent pas cela tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'ils sont attachés à cet esprit jacobin qu'ils voulaient tout à l'heure fustiger, alors qu'en réalité, c'est ce qui caractérise le RDPC. Le RDPC... Est-ce que vous pouvez parler au nom du MRC? Je suis en train de parler au nom du MRC, vous parlez du RDPC. Mais nous sommes dans un débat contradictoire. Ne vous imaginez pas ici que nous allons passer sur le RDPC. Donc, je suis en train de dire que votre politique qui a malheureusement conduit le pays dans le chaos institutionnel dans lequel nous sommes aujourd'hui, ne peut pas être pérennisé. Les Camerounais, pour leur grande majorité, vous avez cité les 70% officiels que vous avez réalisés pendant l'élection présidentielle. J'aimerais véritablement en rire, mais connaissant le sérieux qui peut vous caractériser, souvent j'ai dit qu'il peut vous caractériser. Parce que je sais faire dans la rubrique. Non, ce n'est pas ça. On n'est pas ici dans un clash personnel. Moi, je pense que nous devons faire ce débat autour des idées. Et je sais que vous avez cette capacité. Vous savez très bien que vous pouvez compter sur moi sur ce domaine aussi. Donc, je suis en train de dire que le pays aujourd'hui est à la croisée des chemins. C'est-à-dire, nous avons la crise du nord-ouest et du sud-ouest qui, malheureusement, nous impose aujourd'hui à revoir notre copie. La décentralisation qu'ils essayent de mettre en œuvre aujourd'hui, elle a été adoptée par la Constitution de 1996. Mais on a attendu 16 ans ou 15 ans pour voir les premiers jalons. Et je pense que si eux-mêmes avaient une réelle volonté politique de décentraliser, le Cameroun ne se retrouverait pas dans l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire un pays pratiquement en lambeaux, du fait de l'improvisation, de l'impréparation et de l'incapacité de nos gouvernants à comprendre que le peuple veut avoir accès à la gouvernance et être lui-même regardant de la gestion qui lui est appliquée. Donc on ne peut pas en même temps vouloir une chose de son contraire. Si aujourd'hui on parle de décentralisation, dans un contexte où les conseils... Laissez que je finisse, s'il vous plaît, je vais chuter. Laissez que je finisse. Pourquoi est-ce que je ne vous ai pas interrompu, Hervé. Je ne vous ai pas interrompu. Monsieur le député, permettez que je chute. Non. Laissez-moi développer, monsieur Nkom. Vous avez dit que vous ne voulez pas pourrir le débat. Quand vous avez parlé, je n'ai pas voulu vous interrompre par respect pour la personne. Vous parlez 30 minutes. Je n'ai pas parlé 30 minutes. Et le modérateur, c'est député, ce n'est pas vous. Allez-y, Christian. Baissez le ton. Mais c'est toi, M. Sambaka. Il y aura beaucoup de difficultés à faire ce débat. Parce que monsieur avait quand même venu dans l'intention de ne pas débattre. Ah non, pas du tout. Je vais débattre, mais si vous parlez tout seul, vous êtes un ventriloque ou quoi? Non, je suis en train de faire une revue de la presse depuis 1996. Même si vous le vouliez, je ne vais pas vous laisser modérer le débat. Non, il ne modère pas, mais s'il parle seul, et chacun parle seul, Christian, on va pas avancer.
Si monsieur comme souhaite prendre Non, la allez-y, parole de manière vas-y. unilatérale, donnez-lui la parole Non, qui terminé. s'exprime et que les autres panélistes se taisent, comme ça on suivra. Maintenant, je vous donne la Bon, mais parole. ce que je suis en train de dire, Pour terminer. c'est que l'État du Cameroun n'a pas une réelle volonté d'aboutir à la décentralisation qui est leur forme, c'est-à-dire cette forme même d'État unitaire décentralisé. La preuve, les conseils régionaux qui ont été mis sur pied aujourd'hui, si vous pouvez me dire si un seul projet a été déjà implémenté ou même mis en route par quel organe de conseil régional exerçant dans ce pays, je vous en serai gré, mais la réalité est que nous sommes très loin d'être sortis de l'auberge, parce que ce soit en termes de dévolution des ressources, que ce soit en termes de compétences, que ce soit en termes d'enchevêtrement des compétences entre le gouverneur de la région, le préfet, les conseils régionaux, autre chose, il y a beaucoup de choses à faire et à parfaire, et c'est ce pourquoi nous appelons à la réforme de l'État et à une forme qui permettra aux citoyens d'avoir accès à la gouvernance. Qu'est-ce qui peut expliquer justement ce retour du débat autour de la forme de l'État? À la faveur de la crise anglophone, n'est-ce pas, tous les acteurs politiques ont été appelés à proposer des solutions. Et la seule chose qui est revenue, n'est-ce pas, était que la décentralisation, si elle avait été mise en œuvre depuis 1996, au moment où la loi avait été promulguée, nous n'en serions pas arrivés là. Et que même son application, aujourd'hui, ne parviendrait pas à résoudre totalement le problème que posent nos compatriotes du côté anglophone. C'est pour cela que le PCRN a apporté sa contribution en termes de proposition à la résolution de la crise anglophone. Alors, le fédéralisme communautaire arrive donc pour résoudre plus d'un problème à la fois. Parce que, dites-vous bien que ceux qui proposent la décentralisation, en réalité, laisse les anglophones dans 2 régions de notre pays sur les 10. Ceux qui proposent le fédéralisme, les anglophones vont continuer à rester dans le sud-ouest et le nord-ouest. Et il y aura donc ce clivage-là entre les anglophones et les francophones, ce qui est source de conflit aujourd'hui. Nous disons au PCRN que le fédéralisme communautaire aura donc cet avantage-là de diluer, de mettre de côté, n'est-ce pas, cette barrière linguistique, source de problèmes dont se revendiquent les anglophones pour dire qu'ils ont été marginalisés. Nous disons donc, OK, bien avant la colonisation, nous sommes d'abord des Camerounais, nous sommes des communautés. Et on peut s'appuyer sur nos communautés pour nous retrouver que de discuter sur la base, que de faire des revendications sur la base des langues étrangères. C'est pour cela que nous pensons que en enseignant équitablement le français et l'anglais dans toutes les parties de notre pays, ce que le régime en place a été incapable de faire, c'est-à-dire que dès la maternelle, pour les enfants qui entrent, de leur enseigner et le français et l'anglais, il n'y aura plus au bout de 15-20 ans de clivage entre les francophones et les anglophones. En plus de cela, nous venons faire la promotion de nos langues nationales. C'est-à-dire qu'au niveau d'une région, on va donc faire, comme ça se passe partout, en Catalogne par exemple, on sait quelle est la langue qui est parlée là-bas, dans toutes les autres régions. Donc, dans les régions ici, on va, en fonction du nombre de régions qui aura été retenu, mettre en avant ces langues nationales qui seront le socle, n'est-ce pas, de l'unité de ces différentes communautés. Mais à côté de cela, nous voyons que en résolvant le problème de la crise anglophone par la langue, nous revenons maintenant au niveau des communautés. Parce que, de manière ontologique, des gens aiment vivre en communauté. Et nous le faisons même déjà. Alors. Nous le faisons même déjà, c'est-à-dire que nous n'allons pas nous cacher sous des prétextes de tribalisme et autres. La communauté va au-delà de la tribu. La communauté regroupe en son sein plusieurs tribus, n'est-ce pas, qui ont un même socle culturel, qui se retrouvent dans leurs coutumes, qui se retrouvent dans leurs habitudes, qui se retrouvent même dans la langue. Une fois qu'on l'aura fait, une fois qu'on aura signé donc ce contrat entre les différentes communautés, on va donc vers l'État
qui, en ce moment-là, va juste nous encadrer. Mais il ne sera plus là pour nous imposer, pour nous dicter la conduite à tenir, comme c'est le cas aujourd'hui, parce que tout est décidé à partir de Yaoundé, tel qu'on voit. D'accord. Séré Sambaka, sur le retour de ce débat. J'ai un peu hésité en venant à ce débat, parce que si on veut parler des institutions, et notamment du fédéralisme ou de la décentralisation, il nous faudrait plusieurs jours. Parce que c'est un sujet que j'ai étudié depuis très longtemps, depuis 91. Ce n'est pas une affaire de 96, c'est une affaire de 91. C'est bien en 91 que face à la situation de crise, on a estimé qu'il fallait, n'est-ce pas, repenser le Cameroun. Et des indications qui avaient été données, je vais vous le dire. Le fédéralisme est quelque chose de très bien. Sauf que le Cameroun avait deux États. Il y avait la partie anglophone et la partie francophone. Dans la partie anglophone, le fédéralisme connaissait la décentralisation et connaissait, n'est-ce pas, la gestion locale. Dans la partie francophone, le fédéralisme contenait la centralisation forte que nous avons jusqu'aujourd'hui. C'est l'une des raisons pour lesquelles la partie anglophone s'est exprimée en disant que vous voulez nous mettre dans votre panier. Parce que du côté francophone, il n'y avait pas de gestion locale. On peut compter quand est-ce qu'on a commencé à avoir des maires ici. Vous comprenez? Des communes. C'était les affaires du sous-préfet. Vous comprenez? Donc si on ne prend pas cette affaire dès le début, on ne peut pas comprendre où est-ce que nous sommes arrivés. Le vrai problème est là. Même malgré le fédéralisme des deux États, il y avait un côté où il y avait la gestion locale et l'autre côté où il y avait la forte centralisation. Alors à la réunion tripartite, excusez-moi les téléspectateurs qui m'appellent Monsieur Tripartite, mais il faut dire les choses. C'est à la réunion tripartite qu'on a réfléchi et on s'est dit, ce qui est bien d'un côté, on doit pouvoir le partager. Donc au lieu d'avoir une fédération à deux États, il vaut mieux les avoir à 10. Vous comprenez? Pour que tout le Cameroun en profite. Donc c'est de là où est né le fédéralisme des régions. Le fédéralisme à 10 États. Maintenant, ce qu'on a décidé ensemble a été complètement dévoyé, déconstruit depuis 91, où on a amené le large dialogue, pour faire une constitution, alors que les recommandations avaient été faites à la tripartite. Pas les recommandations. Les engagements avaient été pris à la tripartite. Donc, maintenant, on commence à déconstruire cela. 28 ans après, il n'y a pas de décentralisation. Et quand la loi sur la décentralisation arrive, on se rend compte que c'est du pipeau. Il n'y a rien de décentralisation là-dedans. Vous allez dans les communes, vous allez trouver que c'est toujours l'administration centrale qui envoie les gens, qui vont mettre la main sur la commune, c'est-à-dire les secrétaires généraux et les receveurs municipaux. Il n'y a pas de décentralisation au Cameroun. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Maintenant, nous allons au grand dialogue. On discute. Les maires du RDPC disent que nous, on veut 10%. On leur dit, ben non, vous ne pouvez pas faire de décentralisation à moins de 40%. On leur donne 15%. Maintenant, on leur a donné 15%. Est-ce qu'ils ont reçu les 15%? Ils sont à 3%. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de volonté de décentraliser. Alors, on nous perd du temps parce qu'on est déjà à 30 ans. Et vous pouvez imaginer où est-ce que le Cameroun se trouverait aujourd'hui. Et qu'est-ce qui est arrivé? Moi, je peux vous le dire. Parce que depuis en 91, j'ai fait la navette entre Yaoundé et Boya, où j'allais rencontrer Molan Joli Toumbe pour discuter de ces choses. J'ai appris des choses à côté de ces vieux-là. D'accord. Donc, je peux vous dire que ça a été dévoyé. Et si on avait eu une véritable décentralisation avec la gestion locale, avec les House of Chiefs, tout ça, c'était partagé dans tout le Cameroun. C'est tout le Cameroun qui en avait besoin parce qu'on était à la recherche de l'identité camerounaise. Ça, il faut qu'on se le dise. L'anglais et le français étaient un plus, mais qui devait être sur un socle national, c'est-à-dire nos propres identités.
C'est l'une des raisons pour lesquelles le House of Chiefs devait s'étendre dans tout le Cameroun. Pour que nous commencions à bâtir un nouveau Cameroun. Un Cameroun de nos us et coutumes. Des choses qui vont donc maintenant se greffer au franco. Qu'est-ce qu'il y a de bon en francophonie? Qu'est-ce qu'il y a de bon en anglophonie? Et le Cameroun va naître. Or, on avait bien dit que pour que cela arrive, il faut bien que les hommes politiques se mettent un peu de côté et que les scientifiques s'asseyent. Il faut que les historiens s'asseyent, il faut que les anthropologues s'asseyent, il faut que tous ces gens s'asseyent pour regarder d'où nous venons. Parce que la civilisation, elle est africaine, les religions sont africaines. Donc il faut qu'on s'asseye pour voir tout ça. Et maintenant, les partis politiques vont entrer dans le jeu parce que, n'est-ce pas, ils ont bénéficié de tous ces enseignements et maintenant ils vont proposer leur programme parce que nous savons où nous voulons aller et nous voulons une identité camerounaise. Je vous ai dit, c'est quelque chose qu'on peut discuter pendant des semaines. Christian, est-ce que les hommes politiques, justement, n'ont pas le beau rôle, notamment ceux de l'opposition, prenant pour prétexte que la décentralisation a montré ses limites, d'offrir d'autres propositions, d'autres projets, d'autres programmes, ce que j'ai un peu appelé le fonds de commerce politique? Est-ce que ce n'est pas justement jouer, flirter avec l'émotion, le sentiment de la population qui est revendicatrice? Les autres en profitent. Mais la gouvernance doit être au service du peuple. La gouvernance n'est pas au service des élites, M. Dipita. Ce que M. Sambaka vient de dire est fondamental. Le problème, c'est la gestion locale. Le problème fondamental qui mine notre pays jusqu'aujourd'hui, c'est la gestion locale. C'est-à-dire, nous sommes dans un pays où, malheureusement, les fonctionnaires, notamment ceux qui sont à Yaoundé pour la plupart, et qui estiment qu'ils doivent décider de tout. Quand vous êtes en Nguelmeduka, vous voulez acheter des tables bancs, il faut que l'autorisation vienne de Yaoundé. Ça ne peut plus être opérant ou opérationnel aujourd'hui en 2021. C'est-à-dire ce mode de gouvernance est totalement dépassé. Nous ne surfons sur rien. Si nous écoutons les retours de nos populations, surtout pour ceux qui se revendiquent être les élus du peuple, ils devraient légitimement arriver dans les assemblées dans lesquelles ils se trouvent pour porter ces revendications qui pour la plupart sont légitimes. Parce que le peuple aspire à un bien-être. Le peuple veut être concerné par la gestion quotidienne de ses affaires, c'est-à-dire la gestion de la cité. Or, nous sommes malheureusement, comme il venait de le dire, encore aujourd'hui, la commune qui n'arrivons pas au niveau du conseil régional, qui est l'expression la plus légitime pour moi de la gouvernance locale au niveau des mairies. Aujourd'hui, on se rend compte que les véritables décideurs au niveau de nos communes ne sont pas les maires qui sont élus par les populations, mais les administrateurs qui sont envoyés par l'État central. Et tout ça pose problème. Nous ne nous retrouvons pas, les Camerounais ne se retrouvent pas dans cette mode de gouvernance. Les Camerounais disent que, ayant expérimenté dans cela pendant des décennies et voyant l'état dans lequel le pays se retrouve aujourd'hui, il faut absolument expérimenter une forme de, pas de décentralisation, une forme de l'État qui soit beaucoup plus compatible avec les aspirations minimales de nos populations. Parce que la House of Chiefs qu'il a mentionné, il y avait les institutions locales à l'époque qui étaient les Cambank, un certain nombre de choses. Il y avait le système de distribution d'eau dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest qui était totalement régulé par la gestion locale de la cité. Et tout ça a disparu. Tout ça a disparu parce qu'on a voulu assimiler des personnes qui n'étaient pas toujours d'accord avec notre mode de gouvernance, qui est tributaire ou alors qui ressort de la colonisation française. Parce qu'au départ, il faut le reconnaître, hein, le mode de colonisation à la française, entre guillemets, qui voulait que, au lieu d'associer les populations, on prend des suppôts qui pérennisent le pouvoir central, n'était pas le même qui était appliqué dans les régions anglophones où on associait véritablement les chefs traditionnels et les populations à la gestion de leurs affaires. Nous en payons encore le prix aujourd'hui. Et la crise du nord-ouest et du sud-ouest doit nous interpeller. Nous devons arrêter cela parce que nous ne pouvons pas trouver une autre voie de sortie que la voie de la négociation et la réforme de l'État. Ils ont dit, je vais chuter par là, ils ont dit que la forme de l'État n'était pas négociable au grand dialogue national. Mais ils ont négocié
ils ont revu la Constitution lorsqu'il s'est agi de prolonger le mandat du président de la République. Mais pour cesser la guerre au nord-ouest du sud-ouest, on ne peut pas revoir la forme de l'État. Merci. Hervé Manuel Combe, je reviens sur la question. Monsieur le député, je voudrais faire d'abord une mise au point. C'est la dernière fois que vous allez m'inviter pour servir de faire valoir dans une espèce de... Vous faites une mise au point ou un chantage ou... Non, pas un chantage, un avertissement. Ouais. Parce que vous ne pouvez pas avoir un débat qui a... Je vous ai ouvert au débat. Non, je vous aime beaucoup, mais je n'accepte plus cela. J'ai souvent dit à Norf que vous faites partie des panélistes je ne veux pas être fait valoir. Qui savent prendre et en donner les coups. Non, il n'y a pas de quoi donner, il faut éclairer les auditeurs. Non, je vous sais très ouvert au débat. Vous êtes l'une des rares personnes sur les plateaux. Non, merci de tout. Dans le débat unilatéral. Non, pas ça. Non, justement, c'est... Dans la contradiction, ne veut pas que... C'est que sa prise de position, sa mise... Vous ne me laissez pas parler. Sa mise en garde, là, me surprend un peu, en fait. Allez dans le commentaire. Allez-y. Je dis, quand vous organisez une table comme celle-ci, une excellente émission, il faut que la parole circule et qu'on ait l'impression, au moins, que nous sommes dans un dialogue. Ouais. Ce n'est pas le sens unique où quelqu'un vient réciter toutes ces leçons, la revue de presse bien ou mal lue. Nous sommes devant des questions d'une très grande importance et il faut éclairer ceux qui nous regardent. Quand je l'ai dit, c'est pour dire que je vais cesser de participer dans une réunion où il y a 4 personnes, 3 ont le même volume et vous venez à la dernière fois pour donner la caricature d'un débat. Maintenant, je vais revenir. Monsieur Massoma, j'ai l'âge pour vous rappeler quelques principes de la démocratie et des républiques modernes. Dans une démocratie et dans une république moderne, il y a des moments où on fait les choix d'orientation de l'avenir d'une nation. Nous avons eu les élections en 2018 où vous avez eu largement le loisir de présenter, si vous en avez un projet de société alternatif à celui au nôtre. Nous sommes allés devant les urnes et le peuple souverain a plébiscité le choix, le projet de société de Paul Biya qui est le nôtre. Nous sommes allés aux élections en 2020 pour les municipales et pour les législatives. Vous avez trouvé bon, à la dernière minute, de vous défiler, mais vous êtes aujourd'hui le député des plateaux de télévision où vous donnez des leçons à tout le monde comment on doit agir. Et ce que je n'ai pas accepté dans l'introduction de M. Dupita, c'est de conclure que une nouvelle gouvernance qui se met en place avec la mise en place effective des régions, qu'on considère que ça a échoué. Ça a combien de temps pour être considéré comme échoué? Les mots ont un sens dans la langue française et je suis très sensible à cela. Donc maintenant, moi, je vais vous répondre. Il est tout à fait clair que vous faites dans l'opportunisme des événements et que c'est les faits divers qui vous donnent l'occasion de revenir sur les questions qui ont été tranchées politiquement dans un cadre institutionnel. Il n'y a pas de débat sur la forme de l'État. Je ne me laisserai pas le grand frère m'insulter ou de voir des propos malveillants à mon égard. Il est une personne, j'ai beaucoup de respect pour lui et il le sait. Mais je n'accepterai pas qu'il porte des propos qui soient malveillants à mon égard. Vous allez revenir sur ce qui vous paraît malveillant. Christian Massoma, vous avez vu que Hervé Emmanuel Combe également interpellé. Voilà. Une ou 2 fois. Mais je laisse parler. Aussi. Non, mais je laisse parler. Ça qui mais la différence, c'est que je laisse parler quand il aura terminé. Vous étiez en train de réciter tout ce que vous pouvez reprocher au RDPC. Je vous ai laissé parler parce que vous ne nous apprenez rien. Je vous laisse parler. Bon, et tous les soirs, vous avez les plateaux de télévision ici comme ailleurs. Laissez-moi donc l'occasion de rappeler ce qui nous paraît être le bon sens. Je disais donc, et vous n'allez pas interrompre mon raisonnement, que le débat sur la forme de l'État ne peut plus être sur la table. Et si vous voulez remettre cela sur la table, vous attendez les échéances et j'espère que cette fois-ci, vous viendrez aux élections et que le peuple vous donne raison. Mais quand le peuple a décidé, soyez un bon citoyen, respectez la volonté souveraine du peuple. Deuxième chose que je voudrais vous dire, et je ne vois pas en quoi c'est malveillant, puisque je vous rappelle seulement à l'ordre républicain. Deuxième chose que je voudrais vous dire, nous n'avons pas dit que nous avons la meilleure gouvernance du monde. Et si le débat était interactif, vous découvrez que sur certaines questions, par exemple, qui peut réunir l'élite d'une région, j'aurais une position peut-être sûrement plus révolutionnaire que vous pouvez le deviner. Mais vous avez le sens unique de ne parler que de ce qui ne marche pas ou ce que vous pensez qui ne marche pas, alors que
nous devons ensemble faire bouger les choses. Alors, vous avez mélangé tout, et c'est ça qui fait le regret d'un débat, la pauvreté du débat actuel. Ce n'est pas votre seul fait. C'est-à-dire que chaque fois que ceux qui sont en retard sur le plan de la participation aux élections veulent parler, ils prennent le nord-ouest et le sud-ouest comme prétexte pour remettre sur la table là où le peuple s'est exprimé et ne leur a pas donné raison. Et c'est de la mauvaise foi en politique. En politique, il faut qu'on soit gentleman, comme vous avez fait sur la vaccination tout à l'heure. Vous avez vu que j'étais très contente, c'est de la responsabilité. Alors, la question qui me paraît être importante, monsieur le député, c'est de savoir, est-ce que les formes, puisque vous ouvrez un débat, même si c'est anticipé, les élections présidentielles auront lieu pas demain, est-ce que le projet, par exemple, d'un fédéralisme communautaire, qu'est-ce qu'il y a dedans? Parce que moi, je n'ai pas compris ce que ça veut dire. Je ne sais pas, je sais ce que veut dire une communauté, je sais ce que veut dire la forme de l'État, et je ne comprends pas. Là, au moins pour une fois, M. Massoma est clair, il dit que son mouvement est pour le fédéralisme. D'accord. M. Sambaka, je ne sais pas où il est toujours dans la tripartite, il revient, et nous dit, mais lui, il dit qu'il faut un fédéralisme à 10 États. Je conclue là sur ce point, puisque j'ai un temps de parole d'un 5e sur une assemblée de 7, tu peux dire comme tu veux. Je conclue pour dire que quand on rentrera, j'espère qu'on aura le temps de dire certaines choses qui relèvent du bon sens et du réalisme. D'abord, on a été dans un État fédéral, quel que soit comment on percevait cela d'un côté ou de l'autre, ça a montré ses limites parce que c'est budgétivore et que nous sommes rentrés de façon irréversible dans l'État unitaire. Et je pense qu'aujourd'hui, la vraie question, c'est de dire comment améliorer la gouvernance dans un État unitaire décentralisé pour que les gens ne puissent plus s'interroger sur le sentiment d'appartenance. Et quand on me dira ce que veut dire le libéralisme communautaire, je m'exprimerai, mais il n'est pas question que moi j'aille vivre dans un État Bassa ou Douala. Vous comprenez? Merci. Ça, c'est un recul de Moyen-Âge. Et quand on n'a plus rien à proposer, on se tait. Merci. Alors, je voudrais juste faire une clarification simple sur, puisque vous m'avez interpellé l'introduction tout à l'heure. Fortement. Je voudrais rappeler notre position éditoriale, monsieur Hervé, comme vous le savez. Non, ce n'est pas votre position. J'ai dit le nombre de personnes sur la table. Non, vous disiez tout à l'heure qu'à l'introduction, j'ai dit que la décentralisation est un échec. Oui, vous l'avez dit. Bon, si je l'ai dit, je fais amende honorable et je me reprends simplement. Je ne pense pas l'avoir dit, mais ça permettait donc de rappeler, notre position. Et vous le savez mieux que certains ici. Vous savez bien que nous ne prenons pas de position sur des questions publiques. Nous laissons les acteurs parler, mettre leurs arguments sur la table, se défendre, et puis le public qui est juge en prend connaissance et en prend acte. À STV, nous ne sommes ni de l'opposition, ni du parti au pouvoir. Nous laissons tout le monde parler. Je voulais simplement faire cette clarification-là. Cela dit, on va poursuivre le débat. Vous reviendrez, hein, rassurez-vous. Il n'y a pas de souci. Non, mais il peut parler. Il a été ancien patron de la chaîne. Vincent Yindé, la question était de savoir, la question tout à l'heure était de savoir si, justement, les limites de la décentralisation, les limites présumées de la décentralisation ne sont pas partie de ces arguments-là qui font revenir tout le temps les débats sur les autres formes de l'État. Oui, mais même la mise en place de la décentralisation a pris 20 ans. Il est clair que les réalités d'il y a de cela 20 ans ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons la crise anglophone. Il faut en sortir. Est-ce qu'avec la décentralisation, on va en sortir? Nous, au PCN, nous disons non. La décentralisation seule ne suffira pas. Étant conscient du fait que nous ne sommes pas au pouvoir, alors nous plaidons pour que les recommandations du grand dialogue soient tout au moins mises en application. Parce que les recommandations du grand dialogue, pour nous aujourd'hui, c'est comme un testament des grandes figures de notre pays. Je voudrais vous rappeler que le cardinal Christian Toumi est passé par là. Chief Moukete est passé par là. Le sultan Djoya est passé par là. L'ancien premier ministre Kachidi Achou sont passés par là. C'est des figures historiques de notre pays qui ont apporté leur caution morale aux résolutions, aux recommandations du grand dialogue. Tout au moins que le pouvoir en place commence par les mettre
en exécution. Même si nous estimons qu'à la fin, au Cameroun, il y aura toujours une partie des Camerounais qui sera anglophone et une partie des Camerounais qui sera francophone. Et nous proposons d'en sortir une fois pour toutes à travers le fédéralisme communautaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez-nous. Non, on y arrive. Oui. C'est la prochaine question. L'État fédéré de Bassa. Voilà. La prochaine question. Allez-y. C'est la prochaine question dans tous les cas. On viendra sur les autres propositions. Donc, je répondais à votre question comme ça pour parler de la décentralisation. Pour montrer les limites de la décentralisation qui, actuellement, même si elle était entièrement mise en œuvre, il restera qu'au Cameroun, on continuera à se considérer, à se revendiquer anglophone, à se revendiquer francophone. Il faut en sortir parce que c'est un héritage colonial qui ne nous fait pas que du bien. On peut s'appuyer là-dessus, mais il n'est pas bon qu'on se revendique anglophone ou francophone. La décentralisation ne nous fera jamais en sortir. D'accord. Bon, je voudrais rappeler que l'un des prétextes quand même du thème de ce soir, c'est la récente rencontre des élites, ou alors des fils et filles du Sud, sous le label, ou alors conduite par le ministre d'État Jacques Famdongo. On sait également que la question du fédéralisme communautaire est en débat ces dernières semaines, tout au moins dans votre parti. Voilà quelques prétextes. On sait également que notre société, dans son animation quotidienne, dans ses rencontres hebdomadaires, on observe que des communautés se mettent ensemble, s'organisent, se développent à travers le pays. Et justement, ça introduit l'autre question, Sambaka. Est-ce qu'il n'y a pas comme un mouvement forcé des politiques à imposer, à instituer une forme d'organisation de l'État qui n'est pas forcément dans notre naturel, dans nos habitudes, dans nos traditions profondes? Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Je vous disais tout simplement que c'est le dialogue qui manque. Parce que, voyez-vous, ce problème est abandonné entre les mains des politiques. Alors, il y a ceux qui veulent absolument rester au pouvoir par tous les moyens, qui ne veulent pas que quelque chose bouge, qui ne veulent pas que quelque chose avance. Il y a de l'autre côté les communautés qui ont tendance à se regrouper et chercher, n'est-ce pas, à se défendre face à l'adversité de l'État. Parce qu'en réalité, ce qui nous amène à cette discussion, c'est le refus du dialogue. Voyez, le conseiller du PCRN, il ne fait que parler du grand dialogue. Je vous jure que s'il était en 91, s'il était en 91, le Cameroun était sauvé. Vous comprenez? Les gens se sont réunis. Tous les gens que vous avez cités étaient là-bas. Plus d'autres qui sont partis, les Paul Sopo-Priso et autres. Tout le monde était là-bas. On a voulu bâtir un nouveau Cameroun. Et c'est là, justement, où cet espoir est tombé, malgré le fait que c'est le rétroviseur. Il y avait, c'était pas des recommandations, mais c'était, comment on appelait ça, des résolutions. Vous voyez? Et quand le grand dialogue arrive donc, fort de ce que il y avait des acquis de la tripartite, eh bien, on a commencé à parler de recommandations. Et quand on est arrivé au grand dialogue, on a trouvé que les bureaux étaient déjà faits. Vous voyez? Alors qu'à la tripartite, on faisait les bureaux à l'intérieur. C'était là où le Cameroun sortait de cette histoire. Parce que moi, je revendique les accords de la tripartite, pas du grand dialogue. Le grand dialogue n'a rien donné par rapport à la réunion tripartite. Mais il faut savoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut savoir. Vous comprenez? Il faut savoir ce qui a été travaillé à la réunion tripartite. On a phagocyté un peu et on a bloqué. De telle sorte qu'aujourd'hui, quand on me dit, et moi je tiens à le dire, Hervé Emmanuel Ngom, ce n'est pas aujourd'hui qu'on se connaît. Mais c'est la première fois qu'il m'insulte sur un plateau. Sauf, je passe dessus. Qu'est-ce que j'ai dit? Je passe dessus parce que ce que moi je dis dans un plateau est inattaquable. Qu'est-ce que j'ai dit? Je sais de quoi je parle. L'évangile? Je dis, je sais de quoi je parle. Je suis le président d'un parti politique. Et alors?
Et alors? Alors, quand je viens sur le plateau, Qu'est-ce que j'ai dit qui te contrarie? un minimum quand même. Non, pas d'intimidation. Je ne vais pas t'intimider. Je vais te dire tout simplement. Et j'y étais même à tes distances. Oui, non, mais il faut savoir. Non, il faut savoir. Hein. Il faut savoir que, n'est-ce pas? Je t'écoute. Aujourd'hui, député il vient de poser une question. Quoi? Et j'avais déjà répondu à cette question. Nous avons connu les Allemands, nous avons connu les Français, nous avons connu les Anglais. Mais qui sommes-nous? Qui sommes-nous? C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que je vous ai dit, ce n'est pas un problème qui peut se limiter aux hommes politiques. D'accord. Il faut qu'il y ait des spécialistes qui se mettent autour d'une table. Oui, il faut qu'ils se mettent autour d'une table parce que c'est eux qui vont précéder les politiques. D'accord. C'est eux qui doivent précéder les politiques. C'est la question entre l'accommodation de nos cultures locales, de notre mode de fonctionnement, et ces programmes projets qui, pour l'instant, ou alors mise en œuvre des formes d'organisation de la société, qui, pour l'essentiel, ne sont pas forcément communs à nos habitudes. Je vais d'abord revenir sur le concept que mon collègue du PCF fédéralisme communautaire. Ouais, sur le fameux fédéralisme communautaire. Je vais quand même essayer de lire la définition du communautarisme. Peut-être parce qu'il faut qu'on parte sur des bases qui soient claires pour tous les Camerounais. Voilà. Le communautarisme est la tendance à faire prévaloir les spécificités d'une communauté, des communautés entre guillemets, entre parenthèses, ethniques, religieuses, culturelles ou sociales, au sein d'un ensemble social plus vaste. Donc, ce que nous voulons comprendre par ce concept, qui pour moi, je le dis pour moi, est une véritable supercherie, c'est que dans le Cameroun de 2021, nous devons consacrer le repli identitaire. Voilà. C'est-à-dire, nous devons nous retrouver pas sur la base d'un socle de valeurs républicaines. Parce que moi, je suis, et le MRC est foncièrement attaché à la République. Je le dis à qui veut l'entendre, nous sommes un parti républicain. Donc, je ne peux donc pas comprendre, vu les enjeux actuels de notre société, vu les problèmes et l'exacerbation des phénomènes ou des fléaux comme le tribalisme, le communautarisme, que nous ayons un projet politique qui va consacrer ce repli identitaire et ça n'a véritablement pas de sens. Bon, si la projection de ce parti politique, c'est d'être reconnu dans la communauté d'Union Ekele et de la Sanaga maritime uniquement, ça devient une projection qui est une projection communautaire et qui n'a rien à voir avec les enjeux nationaux qui devraient être les enjeux de la définition de notre politique et de la projection des Camerounais vis-à-vis de leur avenir. Donc je voulais dire ça pour dire que moi je ne me reconnais pas du tout et depuis longtemps on nous a dit qu'on attendait le livre et je ne sais pas trop quoi, patata, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Attendez le livre, vous le payerez. On va le lire. Et je pense qu'il est important. Peut-être que le livre nous apportera un certain nombre d'éclairages que nous n'arrivons pas toujours à voir. Pour revenir à la question. Pour revenir à la question, moi je dis, nous devons faire très attention à ce qui se passe dans ce pays. Parce que les rencontres fraternelles du Sud, pour moi, sont le pendant du All Anglophone Conference qu'on a interdit. C'est-à-dire, disons les choses telles quelles. C'est-à-dire les anglophones ont voulu se retrouver entre eux pour discuter et pour voir comment est-ce qu'ils pouvaient proposer des solutions de sortie de crise. À l'époque, avec... Vous savez que dans les anglophones, avec le cardinal Christian... Il y a les Sawa, on rentre dans le débat. Il y a les Banso... je vais le dire, parce que ça va même apporter encore quelque chose par rapport à son concept. Parce que quand on parle de fédéralisme communautaire, si on regarde le nord-ouest et le sud-ouest, quel type d'affinités ils ont en dehors des affinités linguistiques? Dans le sud-ouest, il y a beaucoup de Sawa. Donc ça veut dire que dans le rattachement du fédéralisme tel que défini par le PCRN, ces Sawa devraient être rattachés plus dans le littoral que dans le sud-ouest. C'est pour ça que la forme de l'État doit être discutée de manière ouverte, consensuelle, avec des techniciens qui peuvent s'appuyer, et je suis d'accord avec Sambaka, sur notre histoire, sur notre vécu commun et sur notre projection commune. C'est de ça qu'il est question. Et ça ne peut être qu'un socle de valeurs. Ça ne peut pas être des identités plurielles. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas tous un rattachement identitaire. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas nos cultures, nous n'avons pas nos traditions. Mais est-ce qu'on va faire prévaloir les traditions par rapport à l'intérêt général et à l'intérêt républicain de notre pays? Je ne pense pas. Donc, je ne pense pas que les Refras auraient dû avoir cette connotation que nous avons vue des enfants, des fils et des filles du Sud, pour venir dire combien
j'ai écouté Sam Cédric sur votre plateau dimanche avec dernier, la reine Gazeux dans cet hebdo. Qui se désolidarisait complètement de ce qui a été fait, parce que pour lui, c'était juste un bal hollywoodien des élites du Sud et autres choses. Nous n'y étions pas là. Mais si on peut accepter les rephrases, il faudrait qu'on accepte que dans les autres régions, hein, que ce même processus permette que les fils des autres régions se réunissent aussi pour parler de leur avenir et de leur devenir. Parce qu'on a l'impression, et c'est ça le sentiment d'injustice, c'est qu'il y a toujours du 2 poids 2 mesures. Quand les anglophones veulent se réunir, ça ne marche pas. On interdit, malgré la caution morale de feu le cardinal Toumi, qui est quand même sur le plan moral une éminence que personne. Voilà. Mais quand le ministre d'État Jacques Famdongo initie les rephrases, on accorde la possibilité de venir parler des problèmes qui sont uniquement identitaires et sociologiques. Parce qu'on parle beaucoup, et c'est eux qui ont défini ce concept de proximité sociologique, des choses en fait qu'on ne devrait pas entendre dans une république. Donc le MRC a sa posture, c'est une posture républicaine. Nous devons nous reconnaître, nous devons absolument nous retrouver autour de ces valeurs qui doivent transcender les intérêts pernicieux des uns et des autres en fonction de leurs égoïsmes politiques. Tu vois là un téléspectateur sur notre page Facebook, Gustave Mouanga, qui dit « Le jour où vous comprendrez la philosophie du fédéralisme communautaire, vous remercierez le PCN. » Monsieur... Mais moi, je n'ai pas parlé, monsieur. Vous l'avez oublié? Non, j'arrive. Les deux, il a parlé. Non, il n'a pas encore parlé sur la question. Ah ben si, il vient de nous expliquer ce que c'est que le fédéralisme. Ah, je m'en excuse donc. Hervé, allez-y. Oui, il y a un problème ce soir. Oui, certainement. Vous ne pas intimider, monsieur Dupont. Non, il m'a intimidé. Il m'a justement intimidé tout à l'heure. Allez-y, Hervé. Je la revendique. Non, allez-y. Non, si j'ai fait une incorrection, il faut que je la corrige. Je ne pense pas que vous ayez fait une incorrection. Allez-y, Hervé, allez-y. Vous reviendrez. Vous savez, la mauvaise foi est quelque chose de pratiquement bien réparti. Et c'était un concours pour le prix Nobel. Écoutez, moi, par mes convictions, je suis contre le communautarisme. Il faut que ce soit clair. Je suis un enfant de la République qui a été élevé dans la République avec des valeurs de sacrifice pour la République, du patriotisme et du nationalisme. Qu'est-ce que je vais faire dans une espèce de recul moyenâgeux, repli identitaire sur le communautarisme? Ça ne veut pas dire que je ne viens pas de quelque part. Mais la République doit être intégrate. La République intègre. La République doit rendre tout le monde, donner des valeurs communes. Et nous devons aller vers une République fusionnelle. Et donc, moi, je suis venu ici pour savoir ce que c'est que le fédéralisme avec des appellations plus ou moins contrôlées. Le fédéralisme à 10, maintenant communautaire. Ça veut dire qu'on va créer une République fédérée. De quoi? Parce que moi, prenez mon exemple, je suis né à Douala, de parents Bassa, je suis Douala plutôt. Sawa, je me suis marié dans le Mungo, j'ai des enfants américains et français. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ce rétrécissement de ma personne dans un groupe? Non, il y a un problème, M. Yédé, et là vous avez peut-être fait une analyse, mais vous apportez des mauvaises réponses. Comment faire en sorte que tout le monde ait le même sentiment d'appartenance et d'égalité dans une république juste? Comment faire en sorte que personne ne soit mal à l'aise avec les autres et que nous ayons, par exemple, la confiance dans la justice, la confiance dans l'égalité, la confiance dans la paix, le travail. Alors, moi, je ne vais pas éviter parce qu'en fait, le vrai débat a commencé là avec votre dernière question. Les rencontres du Sud posent un problème. Ça pose un problème. Ça ne veut pas dire que les hommes qui sont originaires de la même région n'ont pas le droit de se rencontrer. Nous pouvons aussi appeler tous les enfants du littoral se rencontrer. Mais à ce moment-là, le littoral ne veut pas dire ceux qui parlent Sawa ou Bassa, ou Mbo, ou Bakaka, ou Abo, ou Pongo. Ça veut dire que c'est tout le monde qui va se retrouver, tous ceux qui ont un lien avec le littoral et qui travaillent. Nous nous rencontrons dans l'intérêt partagé de tout le Cameroun. Alors, vous avez posé la question tout à l'heure, même si j'ai réagi un peu en disant que vous ne pouvez pas conclure que la décentralisation a échoué, mais il faut éviter ce genre de rencontres qui enlèvent à la décentralisation le rôle qu'il devait faire. Parce que ces rencontres, si elles étaient convoquées ou appelées par Emmanuel V, président de la région du Sud, il n'y aurait pas lieu à débat. Vous comprenez?
Et donc, je pense que ce que nous devons éviter aujourd'hui, et ça j'appelle mes amis, c'est-à-dire le RDPC, c'est de poser des actes qui peuvent donner une mauvaise interprétation sur le renforcement de la décentralisation et des institutions qui doivent la mettre en place. Vous comprenez? Il faut aujourd'hui, et j'aime pas le ton de Christian parce que, bon, vous ne le savez pas, on a des liens particuliers, mais quand il dénonce, par exemple, que la décentralisation par ses représentants ne montre pas toute sa vitalité, c'est une interrogation pertinente à laquelle nous devons apporter la réponse. Donc, les rencontres du Sud, ce n'est pas en soi, ce n'était pas en soi une mauvaise chose, mais c'est l'apparence que ça a donné, comme si c'était un mini-conseil ministériel du Sud, ou peut-être pas le nombre de ministres qui étaient, ou ceci, qui peut donner lieu à mauvaise interprétation. Et de ce point de vue, je crois qu'il faudrait qu'on fasse très attention pour qu'on laisse les institutions de la décentralisation montrer leur résistance, se développer et montrer jusqu'où elles peuvent aller. À ce moment-là, on ne pourra plus poser la question en disant que la décentralisation a échoué, elle n'a pas échoué. Parce que si on a 2 minutes tout à l'heure, je vous montrerai comment on avance. Moi, j'ai assisté aujourd'hui, je regrette de vous avoir pas vu d'ailleurs, Sambaka m'a provoqué en me disant qu'il n'est pas venu, mais il n'est pas venu, il nous a manqué. Il y avait aujourd'hui la commune d'arrondissement de Douala 1er qui est entrée dans un processus qui démontre que les institutions de la décentralisation, les collectivités locales sont capables maintenant de mobiliser des fonds à l'étranger pour réaliser des projets ici. Donc je pense que oui, nous avons un travail à faire. Mais ce travail ne peut qu'être fait si certains ne mettent pas le freinage ou qu'ils ne font pas la résistance. Et là, je ne veux pas être naïf. Il y a parmi nous, y compris chez mes amis, des gens qui ne sont pas les enthousiastes de la décentralisation. Parce qu'elle va révéler un Cameroun nouveau, un Cameroun de la création du génie local et qui est aussi dynamique et qui va booster la croissance. Donc je crois qu'il ne faut pas avoir peur de la décentralisation. Il faut plutôt faire qu'elle soit accélérée. Mais attention, que derrière cette décentralisation, certains ne viennent pas organiser ni le régionalisme, ni le communautarisme qui serait un recul incroyable, parce que nous voulons construire une nation avec nos 375 ethnies. Imaginez si on rentre dans le communautarisme. Alors vous ne pouvez pas dénoncer les tontines et venir organiser quelque chose qui n'est pas éloigné parce que vous parlez qu'une langue locale et tout, et tout. Donc moi je pense qu'il faut faire très attention et j'attends encore, comme ils disent aujourd'hui, le fédéralisme communautaire, c'est quoi? La tontine a quoi d'européen, c'est de M. Hervé Madianka? Non, c'est-à-dire la tontine prise au sens où il y a des tontines qui n'ont que les gens de la même communauté. C'est la même dénonciation que tu as faite tout à l'heure. Allez-y, Sambaka. Dans tous les cas, c'est en termes de conclusion sur ce premier thème. Non, il ne nous a pas encore dit ce que c'est que le libéralisme. Allez-y, Vincent. Oh. Non, écoutez, je comprends pourquoi mon grand frère veut absolument m'empêcher de parler. Non. Écoutez, ce n'est pas ici que je m'attendais à ce qu'un représentant du MSC dise qu'il comprend le fédéralisme communautaire. Je n'attends pas que le représentant du MSC ici, M. Massoma, dise qu'il comprend le fédéralisme communautaire et qu'il est d'accord avec nous. Wow. Encore moins M. Nkom. Non. Nous allons mener ce débat-là jusqu'à ce que nous prenions le pouvoir. Vous ne serez pas d'accord avec nous. Non, donc, on est clair là-dessus. Mais seulement la définition que vous donnez du communautarisme, que vous avez lu là tout à l'heure, c'est exactement ça. Je vous comprends et je vous souhaite tout simplement de prendre votre mal en patience parce que le livre sort très bientôt. Vous aurez le temps de lire et de comprendre où est-ce que nous allons. Maintenant, je reviens sur les rencontres du Sud. Alors, je voudrais dire que je comprends que nous sommes sur la scène politique et qu'à chaque fois, des gens en mal de programmes et d'inspiration veulent tout instrumentaliser. Les rencontres du Sud, en réalité, c'est une opération de communication que les responsables du Sud ont trouvé à apporter comme réponse, déjà pour assurer le chef de l'État, qui a été au courant de tout le grabuge qu'il y a eu dans cette zone, et puis pour tromper les militants. Parce qu'il faut vous dire,
c'est le socle granitique du RDPC. Il est tout à fait normal. Il est tout à fait normal que 38 ans après, et à quelques années de la fin d'un règne, que les gens qui ont toujours voté RDPC, qui ont toujours voté le chef de l'État, se posent des questions. Parce que je voudrais vous rappeler, à chaque élection, lorsqu'on vient, qu'est-ce qu'on propose? On propose des routes, on propose des hôpitaux, on propose de l'eau, on propose l'électricité, on propose l'école. Ça, c'est les 5 choses qu'on propose à chaque élection. Et ça fait 38 ans que ça dure. C'est normal que les gens se posent des questions et qu'ils soient en train de se lever contre leurs élites qui ont tout eu, qui ont eu des positions de pouvoir et qui n'ont rien fait pour développer ces coins-là. Maintenant, lorsqu'ils tiennent cette rencontre, en réalité, on devrait se moquer d'eux. Parce que vous pensez que c'est en 4 ans qu'ils feront quoi? Quelle est la solution qu'ils pourront apporter en 4 ans aux populations de leur contrée? Parce que dans le même temps, ils ont construit des châteaux dans les barrières. C'est chacun qui a l'électricité dans son château. C'est chacun qui a de l'eau. Mais est-ce que les populations en ont profité? Donc, lorsque les gens viennent dire non, c'est une tribu qui fait ci, qui fait ça, non, vraiment, ça n'a rien à voir. Donc, cette opération-là, en réalité, c'est l'esbrouf, c'est pour tromper, tel que je le dis, c'est purement politique. D'accord. Si les gens, si les responsables du Sud étaient capables, à un moment donné, de se ressaisir et de développer leur coin, alors on dira que c'est une très bonne chose qu'il se soit retrouvé et qu'enfin ce coin-là puisse aussi se développer par ses élites, comme ça se passe ailleurs. En guise de conclusion, Vincom et puis les autres. Non, sur ce thème. Je suis peiné parce que tout à l'heure, nous allions vers quelque chose de commun à nous tous à partager. Mais quand je vois mon excellent frère Yédé devenir militant du RDPC sans prendre sa carte, c'est un peu gênant. Parce qu'il est rentré dans des choses dont il n'a pas la maîtrise. L'intérêt manque de route, par exemple, je n'ai pas. S'il vous plaît, monsieur Yédé, s'il vous plaît. L'intérêt que nous, de la question de monsieur le député Tongo, c'est de savoir quelle est la forme de rencontre, de réunion que peuvent organiser les personnes dans une région et que ça aille dans le sens de l'intérêt général. Et que ça ne soit pas un repli communautaire. Je crois que c'est comme ça que vous avez compris. Dans toutes les régions, il y a des problèmes, monsieur. Et croyez-moi, je suis heureux que vous constatez que même les militants du RDPC payent le pain au même tarif que les vôtres. Et d'ailleurs, les vôtres ont des privilèges puisque certains font même des marchés publics. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il ne faut pas stigmatiser une région. Vous comprenez? Et moi, j'ai simplement dit la décentralisation sera dynamique si on donne du pouvoir à ceux qui ont été élus pour la conduire et qu'on leur donne les moyens de cette ambition qui est une très grande ambition. Parce que si la décentralisation marchait, je peux vous dire que la violence des propos, même de Massoma ou de Sambaka, serait moindre. Il faut donc qu'on fasse que ça réussisse. Et moi, je suis optimiste en me disant qu'on ne vient que de commencer cette décentralisation, mais il faut que ça s'accélère. Donc quand vous venez ici pour faire de la politique politicienne, pour parler, vous vouliez parler des renouvellements au sein du RDPC, même si le mot n'est pas sorti de votre bouche, je peux vous rassurer pour vous dire que dans tous les mouvements politiques, il y a un problème. Nous tous qui sommes assis ici, Sambaka, ses opposants à l'AFP, vient à peine d'y arriver. Le MRC a ses démissionnaires avec l'NDP. Vous-même, je ne suis pas sûr que vous êtes... Vous-même, je ne suis pas sûr que vous parlez. Vous êtes la même tendance que Cabral Bi parce que j'ai des oreilles aussi. Merci. Donc, laissez le RDPC tranquille et menez votre lutte politique dans le respect du RDPC. En guise de conclusion, je reformule dans le thème. Oui, sauf que moi, je n'avais pas parlé parce que... oui, vous parlez, puis vous concluez. Alors, moi, j'étais en train de dire, n'est-ce pas, que ce qui s'est passé dans le Sud, c'est une bonne chose. Partout où les gens peuvent se réunir pour penser au développement, c'est une bonne chose. Tout ce que moi, je dis, c'est que nous, à l'AFP, nous sommes en train de travailler précisément pour l'émergence des leaders locaux. Nous sommes en train de travailler pour la conscientisation de nos populations, la transformation des populations en peuple, de peuple en citoyen.
Parce que quand ces gens qui viennent de Yaoundé, avec leurs grosses limousines, avec leurs barrières, se retrouvent devant des peuples, devant des citoyens, évidemment, ils vont se retrouver dans une situation où ils sont obligés de négocier avec eux. Oui. Parce qu'ils ne peuvent pas être des donneurs d'ordre et que les populations qui souffrent, n'est-ce pas, continuent de souffrir pour qu'eux, ils soient bien. Donc, il faut des leaders locaux. Il faut transformer les populations en citoyens, c'est-à-dire en peuple. Des gens qui se mettent debout et qui sont partie prenante du développement. Pas qu'on vient vous dicter ceci, on vient vous dicter. Donc pour moi, c'était une bonne chose. Parce que ça a pu nous montrer l'échec des élites, entre guillemets. Donc il faut comprendre aussi que nous ne pouvons pas avoir une république qui est calquée sur la France ou sur les États-Unis, comme le voudrait Hervé Emmanuel. Mais d'où vient donc notre originalité? Notre identité viendra d'où? Si nous ne pouvons pas avoir, à partir de nos communautés, à partir de nos chefferies, n'est-ce pas, des réflexions sur notre identité, sur nos us et coutumes, qui sont des richesses. Nous avons vécu des milliers de siècles avant la République. Me faire dire quoi? Bon, aujourd'hui, on veut nous assimiler. On ne peut pas accepter cela. Nous devons dire que nous devons puiser les richesses que nous avons pu avoir avec la France, l'Angleterre, l'Allemagne, mais que tout ça soit assis sur un socle camerounais, pensé par les Camerounais, pensé par les professionnels de cela, qu'ils doivent travailler. Maintenant, nous, les hommes politiques, forts de tout cela, nous allons proposer des programmes pour booster et pour rattraper le temps perdu. Et c'est à cela que l'AFP travaille. Tu dis, l'AFP n'est pas divisé. D'accord. En guise de conclusion sur ce thème, Monsieur Dipita, je continue de penser que les rephrases telles que nous les avons vécues, c'est véritablement un coup d'épée dans l'eau. Et là, je vais être d'accord avec Qui les a dénommés refrates? Parce que je comprends pas. C'est les rencontres fraternelles du Sud. Ah, d'accord, c'est le, le logo. Voilà, rencontres fraternelles du Sud. C'est ce que ça c'est. Parce qu'il y a les refrains aussi. Oui, non, rephrases, rencontres fraternelles du Sud. Non. On a vu les ministres et les décideurs du Sud venir faire la comptabilité du nombre de ministres qu'ils ont eu. Heureusement que certains ont quand même eu l'honnêteté intellectuelle de dire que cela ne s'est pas traduit concrètement en impact pour les populations. Parce qu'ils ont été incapables pendant tout ce temps, en étant un pays organisateur. D'ailleurs, mon ami, le regretté Ateba, il disait déjà que c'est un véritable paradoxe du pays organisateur, de n'avoir pas fabriqué des hommes d'affaires, de n'avoir pas été capable de construire des infrastructures routières et d'avoir découvert, Hervé le disait tout à l'heure, mais je vais le citer, à l'occasion du renouvellement des organes de base du RDPC, que finalement ces populations à qui on venait compter fleurette n'étaient pas contentes du tout. Et qu'elles ont eu enfin l'honnêteté de dire que vous n'allez pas continuer à nous regarder comme des moutons de panurge. Nous ne sommes pas d'accord. Vous ne pouvez pas venir passer avec toutes vos limousines alors que nous n'avons pas d'électricité depuis 2 ans, alors que nous n'avons pas de route. Les pistes pour aller de Ebolev à Komdo, vous passez 4 heures dans des états. Bref, toutes les régions ont ces problèmes, mais ils ont dit qu'ils ne peuvent plus continuer. Et ces reflexes auraient donc pu être le prétexte où on appelle les populations qui ne sont pas contentes et qu'il y ait une rencontre avec des décideurs afin d'essayer de concevoir ensemble le futur du Sud. Mais c'était plutôt un véritable bal pour les élites qui chacun venait montrer ou démontrer sa toute-puissance ou ses ambitions de positionnement pour l'avenir. Donc, vu sous cet angle-là, moi je ne pense pas que c'est quelque chose qui a apporté quoi que ce soit au Sud. Je ne suis pas le seul à le penser. J'ai vu quelques lives aujourd'hui encore de quelques ressortissants du Sud qui dénonçaient ces rencontres-là. Si les rencontres visent à booster ou à concevoir le développement commun local en associant les populations, nous ne pouvons pas être contre ce type de rencontre puisque nous revendiquons l'association entre les peuples, comme il disait, les citoyens et les décideurs. D'accord. Parce que l'un des programmes, ou alors le premier
élément de notre programme politique proposé en 2018, c'était le pacte républicain ou la réforme institutionnelle. Il n'a pas été plébiscité. Laissez que je finisse, monsieur Coq. Donc, il faudrait que les gouvernants retrouvent une espèce de confiance avec les gouvernés. Absolument. Donc, dans ce pacte-là, il faut absolument que nous comprenions qu'on ne peut pas gouverner pour les élites ou pour les amis, mais on doit gouverner pour les populations et dans l'intérêt des peuples et des populations. Je voudrais vous faire partager ce message de Angébert Le Dondacho, un cadre de votre parti, du MRC. Oui, c'est mon ami et frère. Évidemment, qui lance quelques pics à Vincent Yende au PCRN, 61 ans après les indépendances et avec une construction nationale cohérente qui a du mal à se hisser au-dessus de nos comportements tribaux primaires. Il est inacceptable de laisser se profiler à l'horizon des concepts politiques basés sur le communautarisme. Absolument. La République doit rester vigilante. On va prendre la transition. Vous allez réagir peut-être après. On va prendre la transition et puis revenir sur le deuxième et dernier thème de ce soir, qui évidemment va nous amener du côté de Buea. On le sait, on l'a connu, on l'a vu. Ce drame qui a vu la perte d'une jeune demoiselle, une jeune élève, mais également derrière le massacre, l'assassinat d'un gendarme, d'un élément des forces de sécurité de défense, deux morts, 2 décès sous fond de drame, évidemment, qui a traumatisé l'opinion publique nationale. On va essayer d'en parler tout à l'heure, mais je voudrais d'abord introduire avec, d'un moment à l'autre, cet élément qu'on va découvrir, la réaction de celui qui se présente comme étant le papa de cette jeune demoiselle qui est décédée du côté de Buea. Est-ce que l'élément est prêt? On va donc suivre cela et puis ce qui nous resitue un peu, nous remet un peu les faits en contexte et on revient derrière débattre en quelques mots. In the morning, someone came. That man works with my wife as a colleague. My wife, every morning, she will always take the kids to school through taxi. She doesn't. I have a taxi that I hire that takes my kids to school. But she will not let the driver take her kids to school without her being there. She will take her kids to school, come back through taxi. When they close, she goes back, brings them back home. That's what she always did. So on this day, a colleague came to tell her, madam, we have to go travel this day to go and work. He said, oh, well, thank God I was just about taking my kids to school. Can you wait for me? Let me hurry, dress them up, and then you drop us off. And that's how it happened. They took off. When they got to a checkpoint, I'm making this clarification because they say my wife drives. My wife does not even know how to ride a bicycle. I have owned a car in Cameroon, but my wife has never developed interest to even start the car. I will leave my car for days. She will never even start to hit the engine. She doesn't even know when to start a car. She has never developed an interest. She has never owned a driver's license. In short, she doesn't have interest in the car. So they move. When they go to a checkpoint, they stopped. My wife was sitting in front and my 3 kids. I'm a father of 4. But the eldest child was already in school. The 3 kids were sitting behind. My wife was sitting in front with the driver. When they got to the checkpoint, they stopped. The driver moved up with the documents, car documents. He gave to the engineer. My wife doesn't know what happened. I'm saying this based on what my wife told me. It's not what some other person told me. My wife was in the car. She never knew what happened outside. The driver and the gendarme. Okay. She just saw the driver come inside, come to the car. Hey, madam, please, can you join your kids behind? The gendarme wants to impound the car. He said he wants to impound the car. So he can come and sit in front. I drop people off at school, and then he takes the car wherever he wants to impound the car. The gendarme refused to come inside. My wife sat at the back with her kids. So as they waited, the driver, he said, according to him, he had all the documents, car documents. So he moved. He took off. He told the driver, the gendarme, the school is not far from here. But the gendarme, what my wife said, take those children, go walk with them and go to school. How can you take babies to walk and go to school? That's when the driver took off. The
took off. My wife said, what she heard, she just said, boom. The child's head exploded on the other kids. My wife opened the door, she got confused, like at that particular moment, what she saw, it was like the door, it moved, she couldn't believe what she saw. She took one child, the lady that was running with blood on her body. I think I will not continue from here. I'm making this clarification from those who say my wife dry. There are all kinds of insults on Facebook, everywhere. But I will just give one little advice to everybody. When you hear something on social media, when you hear good things and bad things on social media, when you... Voilà donc en quelques mots cette version donnée par le père de celle qui s'appelait Caroline du côté de Buea, vous le savez, décédé il y a quelques jours à la suite de ce drame, un gendarme qui a tiré sur cette voiture malheureusement. La balle en a fait une victime, lui-même décédé quelques minutes après sous la vindicte populaire, un drame qui, comme je l'ai dit, a traumatisé plus d'un. Et jusqu'à présent, on en parle encore, certainement pour en tirer les leçons dans moins d'une demi-heure, hein, messieurs, pour... Hervé Emmanuel Combe, quelles leçons peut-on retenir déjà de cet événement-là? Quelles leçons peut-on en tirer dans cette zone, j'ai failli dire, sous pression, sous tension, quand même sécuritaire? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Mais écoutez, le double drame de Buea est une conséquence de la folie de certaines personnes qui ont décidé de prendre les armes contre la République et qui maintenant nous montrent les conséquences d'une dimension émotionnelle qu'on n'avait jamais pensé. Un enfant qui va à l'école, 5 ans, et qui se trouve au milieu de tout cela, c'est grave. Et puis l'assassinat du gendarme, pour moi, il y a un double drame à Buea. Ce sont deux victimes de la folie de quelques-uns. Alors quand j'ai fini de le dire, je dois quand même dire que ce qui est grave, c'est que parfois, on a le sentiment que les gens n'ont plus le sens de la responsabilité. Dans cette histoire, on a voulu nous faire ingurgiter les versions qui étaient éloignées du bon sens et de la vérité. Et d'ailleurs, jusque-là, je me méfie, parce qu'il faut attendre qu'il y ait un rapport officiel de ce qui s'est passé pour aboutir à ce drame. Mais, anyway, les hommes politiques doivent être responsables. On a entendu des partis politiques qui se sont précipités pour conclure que ça. Je ne vais pas revenir dessus. Mais nous devons méditer ensemble. Il faut qu'on fasse arrêter ce qui se passe. Il faut qu'on fasse arrêter parce que la zone du nord-ouest, sud-ouest, nous sommes dans une situation sécuritaire. Vous savez, le président n'a jamais voulu décréter l'état d'urgence sur le territoire camerounais. Mais on y serait déjà. Donc quand vous êtes dans cette zone-là, il faut qu'on soit extrêmement prudent. Et certains veulent tirer la côte. Vous avez même des députés de certains partis qui ont presque fait la fête, rendu hommage dans des termes inacceptables. Parce que les deux victimes sont des victimes de la crise qui sévit là-bas. Et ce jeune gendarme Vogo, qui a entre 25 ans, a une mère, une sœur, une famille, et qui le pleure aussi. D'ailleurs, je crois qu'il va être enterré le 6. Et donc là, nous sommes face à ce que nous montre que quand nous cessons d'être unis, et quand nous faisons rien pour garder ce que Dieu nous a donné, c'est-à-dire être dans la même nation, nous pouvons aller à des niveaux de folie qui sont inacceptables. Donc moi, ce soir, je n'ai pas de parti pris de ceci, cela. J'ai été malheureux parce que je suis père d'enfants. J'ai été malheureux parce que les deux ont l'âge de mes enfants. Sambaka, sur le décès de Inondiale Chungia Carole-Louise, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Ce qu'on peut dire, c'est que depuis que nous vivons cette crise-là, il y a des horreurs qui se multiplient. La déshumanisation s'accélère. Et on doit pouvoir, au jour d'aujourd'hui, se dire comment on fait pour arrêter tout cela. Parce que c'est à ça qu'on doit aboutir. Vous savez, quand on est dans une république, quand on a une justice, moi je préfère critiquer la justice quand il se comporte mal. Mais je ne ferai jamais la justice
à la place de la justice. Je pense que, en même temps, tous les Camerounais, à l'unisson, ont prié Dieu pour que dans cette zone, que les enfants puissent aller à l'école. Et vous voyez que cet enfant, c'était sur le chemin de l'école, que cet enfant a perdu la vie. Et ça fait très très mal. Et on pourrait se poser 1000 questions. Pourquoi l'enfant n'est pas arrivé à l'école? Donc, c'est pas bien de remuer les plaies. Mais il faut dire que nous devons tous y réfléchir comment sortir de là. Mais il faut, pour sortir de là, que nous soyons ouverts. Il faut que ce ne soit pas la chose d'une catégorie de personnes. Il faut que ce soit la chose de tous les Camerounais. Il faut qu'à l'unisson, n'est-ce pas, nous puissions rejeter avec force le côté bestial de l'homme. Parce que si nous ne le faisons pas, nous allons retourner à la situation des primitifs. Nous allons retrouver cette façon bestiale de faire, parce que nous ne sommes plus loin de cela si nous continuons. Vous voyez, on a vu plusieurs cas avant. On a vu des gens assassinés. On a vu des enfants entrer à l'école, tuer des gens. On a vu traîner les gens dans la boue. On a vu les gens décapités. Les chrétiens tuer les gens. On a vu des choses qui sont horribles, qui ne ressemblent même pas au Cameroun que on a connu. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que autour de cette table, faire le tribunal, ce ne serait pas le rôle du politique que je suis, mais indiquer que plus que jamais, nous devons nous battre pour que ces choses n'arrivent pas au Cameroun. Le Cameroun a besoin de développement, le Cameroun n'a pas besoin de se détruire. Vincent Yédé. Oui, lorsqu'on écoute le père de cette fillette qui est décédée, on peut se rendre compte qu'en réalité, il y a un problème d'éducation même des citoyens. Parce qu'il insiste pour dire, son ami dit aux gendarmes, entre dans la voiture, on dépose les enfants, on revient et tu amènes la voiture là où tu voudras. Non. Non. Vous ne pouvez pas déplacer un gendarme, lui dire d'entrer dans le véhicule parce que vous voulez. Disons aux citoyens qu'un véhicule qui n'a pas de plaque d'immatriculation ne doit pas circuler. Bravo, il faut le dire à votre député. Si on vous attrape, c'est la fourrière, sans autre forme de procès. Sachons tirer les leçons de ce qui nous arrive. Parce que si on reste dans les autres analyses, on n'en sortira pas. Ceux-là, ils sont déjà morts. Mais pour nous autres qui restons, vous ne traverserez jamais une barrière de police ou de gendarmerie si vous venez avec un véhicule sans plaque d'immatriculation. Vous êtes suspect. Et qui plus est, si vous décidez à démarrer sans l'aval de ceux qui sont là en charge de vous contrôler. Donc, il y a eu du côté, et on peut comprendre parce que ce n'était pas le père de l'enfant. C'était l'ami qui est arrivé à la maison et qui s'est prêté au jeu d'aller déposer l'enfant alors que cet enfant allait toujours en taxi. Absolument. Donc, c'est une question de responsabilité également dans ce que nous comprenons là maintenant. Bravo. Mais, une fois que je l'ai dit... Et cette voiture était en fourrière. On ne sait pas comment elle est sortie. Ben voilà. On en parle plus maintenant. Je voudrais également interpeller ces responsables de l'armée qui gèrent ces jeunes. Le front est devenu l'affaire de certains soldats uniquement. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Le front est devenu l'affaire de certains soldats uniquement. Qu'on envoie, qu'on rappelle et qu'on renvoie. Alors qu'il y en a qui ne sont jamais allés au front. Ce n'est pas normal. Ces jeunes sont encore fragiles. Ils méritent, lorsqu'ils sont revenus du front, d'être resocialisés et on envoie d'autres là-bas. Je crois qu'à ce niveau-là, les responsables également doivent voir. Parce qu'en temps de guerre, on ne peut pas se comporter comme en temps de paix. Je n'en dirai pas plus pour ce qui s'est passé à Bola. Monsieur le député, je voudrais d'abord m'incliner sur la mémoire de cette jeune fille, de la même manière que
je voudrais maintenir sur la mémoire du gendarme Vogo, parce que j'ai bien rappelé ici que la formation politique que je défends ici a un caractère républicain. Donc, nous ne pourrons jamais accepter la justice populaire ou la vindicte populaire en lieu et place de la justice. Notre justice marche peut-être à tâtons. Nous ne sommes pas d'accord avec la manière dont elle est plus ou moins devenue aux ordres de certains politiques, ou alors la manière dont elle est rendue en général, pas toujours au profit du citoyen. Mais nous ne pouvons pas non plus cautionner que, face à des événements, même d'une telle gravité, que le citoyen s'élève pour pouvoir rendre justice en lieu et place de cette justice. Ceci étant dit, je dis c'est extrêmement malheureux que nous arrivions à ce que nous pouvons appeler aujourd'hui des dommages collatéraux de cette sale guerre, c'est-à-dire cette jeune fille sur le chemin de l'école. L'école qui a tant été vantée par le gouvernement en disant que non, les enfants doivent repartir à l'école. Mais dans quel contexte? Dans un contexte qui est très loin d'être sécurisé, dans un contexte où, comme le disait Sambaka tout à l'heure, nous ne devons plus regarder nos intérêts politiciens. Nous devons regarder l'intérêt de la République, l'intérêt de notre pays. Et c'est pour cela qu'à corps et à cri, le MRC appelle depuis des mois déjà ou des années déjà à un véritable dialogue inclusif. Un dialogue qui n'est pas partisan, un dialogue qui regroupe les acteurs. Et je l'ai dit, le MRC d'ailleurs, beaucoup de nos représentants l'ont repris ces derniers temps, si nous ne nous faisons plus confiance entre Camerounais, parce que nous ne pouvons plus, aujourd'hui, dans une situation de belligérance, peut-être que nous pouvons nous regarder en chien de faïence, nous pouvons appeler quelques amis pour assurer la médiation, afin que nous puissions aboutir, notamment dans ces régions, à un cessez-le-feu, et afin qu'on puisse repartir sur une base nouvelle, qui sera tributaire des résolutions ou des recommandations qui sortiront, des résolutions surtout qui sortiront de ce dialogue inclusif. Proposons autre chose. Ne soyons pas atteints de cécité politique. Il y a des problèmes. Le problème du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, nous l'avons toujours dit, est un problème politique. Et le problème politique doit avoir une résolution sur le plan et sur le champ politique. Je ne pense pas, et nous ne pensons pas au MRC, que cette guerre est une fatalité pour nous et pour notre pays. Nous en voyons des effets pervers. On a cité Kumba, on aurait pu citer Ngarbou, on peut citer des villages, on a Ayafor, Florence. On cite toutes ces horreurs auxquelles nous sommes désormais habitués, que nous sommes en passe de banaliser dans notre pays. L'ensauvagement de notre société, notamment dans ces régions, est tel que, en tant que responsables politiques, nous ne pouvons pas rester insensibles à cela. Et ne soyons pas là pour privilégier nos intérêts en tant qu'officine politique. Essayons de regarder ce triangle national qu'est le Cameroun. Qu'est-ce qu'aujourd'hui les Camerounais attendent de cette crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, c'est qu'on trouve des solutions. Et le gouvernement, moi je l'interpelle au premier rang parce que c'est son rôle de garantir la paix et de pouvoir... Et il tombe dans la politique politicienne. Décidément, Hervé ne laisse jamais... Mais j'interpelle, il y a quand même un gouvernement, quoi qu'il arrive. On a vu l'action du Premier ministre récemment, que nous avons condamné l'attaque qu'a subi le convoi du Premier ministre à Bamenda parce que c'est inacceptable. Et si nous avons des interlocuteurs capables de nous ramener sur la table des négociations, si le Premier ministre, en tant que chef de gouvernement, en fait partie, parce qu'on lui reconnaît quand même des talents d'homme de paix, je n'en sais trop rien ou autre chose. Quand vous encensez quelqu'un, ce qui est dans votre sens. Non, tout à l'heure, vous avez évoqué Nguepi parlant de ma formation politique. Et j'ai voulu vous rappeler que si vous vous retrouvez dans un plateau sérieux avec des personnes sérieuses, soyez vous-même aussi un peu... Je ne vois pas pourquoi vous pourriez citer des personnes qui ne représentent pas véritablement le MRC ici. Donc voilà. Non, monsieur le député, je crois que vous avez reçu d'ailleurs un certain nombre de... Donc, je vois pas, on ne va pas revenir là-dessus, je ne vais pas me laisser divertir. Monsieur Hervé Emmanuel Com, regardons-nous en face aujourd'hui. Il y a un problème. Vous ne pouvez plus continuer à le nier. Vous ne pouvez plus continuer à chercher des solutions de saupoudrage. Il faut dire que la politique qui a été menée pour apporter une solution au Nord-Ouest et du Sud-Ouest n'a pas marché jusqu'à maintenant, depuis 5 ans bientôt, et qu'il faut passer à autre chose. Et passer à autre chose, c'est faire preuve d'humilité, c'est même faire preuve de patriotisme. Merci. Vous aimez trop utiliser ce concept. Aimez votre pays et reconnaissez que l'échec de cette politique ne peut pas nous permettre de continuer. Hervé Emmanuel Com, et ce sera la question de sortir à tous les autres également, le drame du 15 octobre à Boya, et puis après.
Ben, écoutez, moi je ne vais pas entrer ce soir dans un débat dans lequel Christian veut nous entraîner. D'ailleurs, le communiqué de son patron politique démontre le caractère inacceptable du commerce politique qu'ils font d'un événement malheureux. Nous avons dit ici ce soir que cet événement est une conséquence de trop dans la déshumanisation de notre société. Mais je suis désolé, vous ne pouvez pas mettre sur la même table, et je ne voulais pas en arriver là, ceux qui ont pris les armes contre la République et la République. La République ne peut pas se mettre à genoux, M. Massouma. Si un jour vous arrivez au pouvoir, vous aurez les contraintes du maintien de la cohésion de la République et qui vous imposent des postures républicaines. Et à entendre votre discours, c'est comme si vous mettez notre armée, qui est une armée nationale républicaine, au même pied d'égalité que les bandes de voyous, de terroristes qui sévissent au nord-ouest au sud. On aurait pu éviter cette guerre, tout simplement. Oui, et bon, on peut le dire maintenant, Christian, c'est très facile. On peut dire qu'on peut éviter, on pouvait éviter aussi le Covid-19. Mais il est là, il faut le gérer. Donc, quand on est en charge des affaires, surtout du destin du pays, on prend des décisions dans l'intérêt général. Ce qui est arrivé pose énormément de questions. Un des aspects que Yeda a énoncé tout à l'heure, mais ce n'est pas le moment d'accabler les uns les autres, c'est quel est le temps que doit passer un gars des forces de défense et sécurité dans un théâtre d'opération. Il faut les faire bouger, il faut renouveler, il faut faire circuler. Il y a beaucoup de choses. C'est ce qu'on a introduit. Betty Assoma a parlé du nouveau paradigme stratégique qu'il y a là-bas. Mais ce qui s'est passé, personne ne doit tirer la couverture. Ce que nous n'acceptons pas, c'est que des élus, entre guillemets, de la nation, puissent se permettre d'instrumentaliser cet événement pour excuser leur comportement à Bafoussam ou ailleurs. C'est honteux. Monsieur Yedès, ça je le dis, et je suis fier que tu aies dénoncé, que tu aies eu la posture républicaine, parce que j'étais inquiet. Ce que nous n'acceptons pas, c'est qu'il y ait des groupes cybernétiques qui ont voulu... Ce jeune, je ne suis pas son avocat, il ne s'est pas levé le matin en disant « je m'en vais canarder une compatriote de 5 ans ». C'est un drame. Et ce drame-là nous interpelle. Donc, aujourd'hui, arrêtez de dire le gouvernement a mis en place des instruments pour essayer d'amener, pour amener d'ailleurs, puisqu'il y a déjà le DDR, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui se sont inscrits. Et je tiens à vous dire une chose. L'histoire de la guerre nous enseigne que c'est dramatique ce que nous vivons. Ça crée beaucoup d'émotions. Mais c'est le comportement des gens qui ont perdu, qui sont en train de faire maintenant. Ils s'attaquent à des populations civiles ou posent des actes pour créer la terreur, d'où leur nom terroriste. Voilà. Donc, quand on l'a dit, après, oui, on a des moyens d'arrêter. Mais si vous connaissez leurs adresses, dites-leur de s'arrêter. Sambaka. Oui, Hervé, il faut aller jusqu'au bout. Hein. C'est-à-dire que ce gendarme n'est pas sorti de chez lui pour aller tuer un enfant de 5 ans. Nous sommes d'accord avec cela. Non. Mais en même temps, nous sommes d'accord que les populations qui ont lynché le gendarme ne sont pas sorties de chez eux pour aller lyncher le gendarme. Oui. Donc, oui, non, mais c'est pour ça que je dis que c'est une folie globale. Oui, voilà, là nous sommes d'accord. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir comment sortir de cette tourmente-là. Et il y a malheureusement des gens qui trouvent que l'armée doit résoudre ce problème. Or, ce n'est pas un problème militaire, c'est un problème politique. Bon, ça c'est un autre débat, on le fera. Alors, parce que c'est un problème politique, le talent des gouvernants, c'est de pouvoir résoudre les problèmes politiques. Le talent de l'armée, c'est de pouvoir pacifier. Parce que pacifier ne veut pas dire résoudre le problème. Parce que quand il y a un problème politique, quand bien même notre armée finira par pacifier cette zone, eh bien, il y a des choses qui vont naître de nouveau parce que le problème n'a pas été résolu de manière politique. Donc, il faut que ceux qui nous gouvernent sachent qu'ils ont leur part de responsabilité dans la fin, dans la résolution de ce conflit. Comment on arrête quelqu'un qui a pris les armes, qui brûle les écoles, les églises? Comment notre armée, sous le soleil, sous la pluie, travaille d'arrache-pied, essaye de sécuriser. Voilà. C'est insuffisant. Parce que du côté politique, il faut aussi trouver des solutions. D'accord. Vincent Yédé. Alors, j'ai été indexé ici 2 fois.
Non, pas personne. D'abord par Nous sommes en conclusion. le bon, pour dire que je Le bon suis est parce que heureux le de bon. constater que... Oui, mais si on a lu son message, il vaut mieux que... Mais voilà. Je suis donc heureux de constater que désormais, on attaque le PCN sur le champ des idées. Et ça promet. Donc, qu'il prenne son mal en patience, on va débattre du fédéralisme C'est un très grand communautaire. débatteur. Maintenant, pour revenir sur ce qui s'est passé de l'autre côté et à la décharge de ma camarade, je voudrais vous dire, M. Nkoum, Ah, c'est une camarade. lorsque vous avez été victime de la brutalité policière, lorsque vous avez été victime du zèle des hommes en tenue, vous ne vous en remettez Vous pas aussi généralisez facilement. pas. Vous ne généralisez S'il pas. vous plaît, Ah oui. je ne vous ai pas interrompu tout à l'heure. Oui, non. Vous me Pour- ralliez à une cause que je n'ai pas. Pour vous dire donc qu'on peut comprendre la réaction sur le pif d'une personne qui a été justement victime de cela. Et je voudrais vous dire que j'aurais eu son âge, que cette semaine, ici même à Douala, je me serais comporté de la même façon face à un contrôle de police, ici, à Ndjonjo, où malgré le macaron, ce bonhomme en voulait vraiment à ma personne. Il a fallu que je fasse preuve de beaucoup de maîtrise, de beaucoup, n'est-ce pas, de Modération. retenue, n'est-ce pas, pour traverser. Et j'ai laissé mon dossier dans cette histoire. Donc je voudrais vous dire qu'il y en a quand même, n'est-ce pas, il y a des hommes en tenue qui se comportent de manière à provoquer. Et surtout que ces derniers temps, ils ont l'aval du ministre de l'AT qui a mis une épée de Damoclès sur la tête des citoyens pour dire que quiconque s'attaque à un fonctionnaire de police, n'est-ce pas, est passible de condamnation. Non. Maintenant, Non, attendez, Putain, il mais- n'est pas- attendez, Je il est finis. devenu votre tambour. je finis Vous allez donc. revenir, Il vous n'a reviendrez, jamais vous dit. reviendrez, vous Il reviendrez. n'a jamais dit. Alors, Il a parlé de serpents affamés. Oui, mais il n'a pas dit qu'on devait s'attaquer aux citoyens. Il voilà, n'a pas dit. Il je ne faut pas finis dénaturer donc ses pour propos. dire qu'en réalité, nous interpellons ceux qui ont la responsabilité de nous gouverner, n'est-ce pas, tel que l'a dit le président Sambaka, à multiplier des gestes de bonne volonté, Merci. à multiplier des actes politiques, n'est-ce pas, pour qu'on puisse juguler cette crise qui n'a que trop duré et qui fait... On ressort trop de avec morts vous jusqu'à pour terminer le débat. Monsieur Dipita, merci pour le privilège que vous donnez de sortir des débats, mais je reste persuadé que monsieur comprendra la parole. Ça, oui, ça, oui. Parce ça, que oui. vous, il n'acceptera pas que je... Si tu dérailles, je Ouais. te prends la parole. Donc, ce que je veux dire, il n'y aura pas de solution militaire dans la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Quand on nous parle de pacification, je peux accepter. Mais je rejoins, et je l'ai dit un peu plus tôt, la solution à ce problème est une solution politique parce que c'est un problème politique. Si vous établissez un mauvais diagnostic, forcément la thérapie ne sera pas adaptée. Mais si nous avons tous l'honnêteté de reconnaître que ce problème n'a pas commencé avec des revendications sécessionnistes et que nous sommes partis des revendications corporatistes, nous comprendrons que ces gars ne se sont pas levés un jour pour arriver au stade où nous sommes. Et ils ne représentent pas forcément la frange la plus importante de la population du Nord-Ouest. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous descendez aujourd'hui à Boya ou à Bamenda, le sentiment le plus partagé, c'est qu'ils veulent sortir du modèle politique que nous proposons, qui est ce modèle défendu malheureusement par les amis de M. Combe, c'est-à-dire l'État unitaire décentralisé. Encore que cette décentralisation On recommence. est très loin d'être effective. La conclusion. Donc il faut absolument revenir à un système qui puisse garantir aux citoyens du Nord-Ouest et du Sud-Ouest un minimum de accountability, c'est lorsque, enfin un minimum de regard par rapport aux choses qui concernent leur vie au quotidien. Et ce n'est pas le sentiment qu'ils ont maintenant. Et ce n'est pas les armes qui vont résoudre cela. Donc, D'accord. si vous gagnez la guerre et que vous n'avez pas convaincu les citoyens, à quoi ça aura servi de gagner une guerre si demain, les mêmes citoyens vont continuer à développer? Ce n'est pas aujourd'hui que Merci, ce problème... Christian. Je vais chuter par là, Ah, s'il vous plaît. non, ah, non. Ce n'est pas C'est un aujourd'hui. abus de Vous avez parlé, vous avez parlé plus que tout le monde, finalement. Non, tu mens. Non, tu as parlé plus que tout le monde. Ce Tu n'est pas un parles plus que tout le mensonge. monde. Tu as parlé plus que tout le monde. Dès qu'on prend la parole, tu nous interromps. Terminé, Donc, Christian. je suis en train de dire que les revendications au nord-ouest et du sud-ouest ont commencé depuis des décennies. On ne découvre pas ça aujourd'hui. Ah, ça, Parce qu'on a l'impression de penser que c'est aujourd'hui que tout ça est arrivé. Merci. Donc, il faut que l'État
prenne ses responsabilités. Il faut que l'État regarde froidement cette situation et qu'on en discute sans état d'âme, sans parti pris. Ce ne serait pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse de leur part de le faire. C'est tout ce qu'on leur demande. Non, ce que je voulais dire à M. Massoma. Vous avez repris la parole. Oui, je la prends. Ce que je voulais dire à M. Massoma, c'est que la République a en charge la sécurité collective. Oui. Et que nous avons un problème, oui. Et il faudrait qu'on intègre aussi une vérité, mis à part nos batailles électorales. L'État du Cameroun n'est pas en train de faire la guerre contre une population camerounaise. Nous avons eu des entreprises terroristes qui ont voulu s'installer sur nos territoires. On a réglé ce problème militairement. Maintenant, là où je suis d'accord avec toi, avec vous, avec nous tous d'ailleurs, c'est que passer ce problème militaire, il faut mettre des conditions pour réactiver le sentiment d'appartenance et de confiance dans l'État du Cameroun, un et indivisible. Sambaka, Cyril, Christian Massoma, Emmanuel Com, Vincent Yédé. Merci. Merci à vous, merci également. Vous faites bien de le dire à la fin de l'émission. Merci à vous à la maison et bonsoir à mardi prochain pour une autre édition de Cadre.